si jamais en attendant qu'ils viennent. Mais c'est plus, tu vois, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est parce que tu vois, je me suis dit, tu vois, dans la paracha de la semaine, il y a l'histoire encore tu vois, des explorateurs que Yoshua, il envoie pour, comment dire, pour visiter la ville de Jéricho, etc. Et ils sont accueillis par Achav, enfin, mon cher Achav et compagnie. C'est pas la chose que je m'étais toujours demandé, alors que la réponse elle est tellement évidente, je ne sais pas comment c'est que j'avais jamais pensé à ça. Tu vois, en fait, il est marqué que Yoshua, il a envoyé deux explorateurs, il est marqué de Cheresh est mort, ça veut dire en secret en leur disant, allez visiter la ville de Jéricho, etc. Et quand tu regardes dans Rashi, dans les Midrashim, etc., tu as l'impression, en fait, qu'il y avait que trois personnes qui savaient. Ça veut dire, il y avait Yoshua lui-même, tu vois, qui a envoyé les explorateurs. Il y avait les deux explorateurs que dans le Midrash on dit c'était Caleb, Ben Yefoné et Pinchas. Et en fait, il leur dit allez-y en cachette, allez-y, tu vois, c'est déguisez-vous. Il y a seulement marqué Cheresh est mort, déguisez-vous en marchand de cruche, ou c'est déguisez-vous, etc., que personne ne vous reconnaisse, etc. Et pourtant, dès qu'ils arrivent là-bas, tu vois, ils vont là-bas malgré qu'ils vont dans Jéricho, ils vont chez une Rachav à Zona, puis Zona, ça peut vouloir dire Achille, le Targum, il dit que c'était une aubergiste, bon, ces personnes les juifs, on va dire. Et tout de suite après, tu vois, on te dit, voilà, il a été dit au roi de Jéricho qu'il y avait deux explorateurs qui étaient venus. Tu vois, c'est dans le texte comme ça. Et moi, je me suis toujours demandé mais comment il a su, tu vois, ça veut dire, si tu vas faire ça, qui est le traître, tu vois ce que je veux dire? Comment c'est possible, tu vois, ça veut dire, c'est une super grosse question, tu vois, que tu as l'impression, alors que par contre, tu vois, les explorateurs que Moshe il envoie dans la paracha, il les a envoyés en grande pompe avec, tu vois, en faisant une élection de chacun par tribu et machin, blablabla. Ils restent là-bas. Parce qu'en plus, le plan initial, en fait, c'est quand tu regardes Yoshua, il leur dit pas de visiter simplement Jéricho, il leur dit d'aller visiter toute la terre d'Israël. Il a dit, allez voir Jéricho et toute la terre d'Israël. Et Rachid dit, pourquoi Jéricho? Parce que c'était une des villes les plus dures à calculer. Mais donc, ça, le plan, normalement, c'était pas du tout qu'il reste 2 jours ou 3 jours. Puisqu'après ça, tu vois, ils se font tout de suite repérer. Et donc après ça, tu vois, il y a Achav Azona qui leur dit, en fait, tu vois, allez dans les montagnes, et tu vois, et Dieu leur dit, tu vois, leur dit, ils viennent de sortir, allez les chercher, après, il leur dit d'aller se cacher dans les montagnes, puis ils se cachent dans les montagnes pendant 3 jours, après ils reviennent, tu vois. C'est-à-dire, en fait, leur mission, elle a été complètement, en fait, c'était une super faillite, c'était une opération complètement ratée, quoi. C'est-à-dire, parce qu'en fait, si tu veux, Yoshua, il devait envoyer, c'est marqué clairement pour visiter toute la terre. Quand tu regardes, tu vois, dans Rashi, il dit qu'ils ont été envoyés pendant le moment, tu vois, c'est un super grand Rashi là-bas dans Yoshua, qui dans le début de dans la Sarah, qui commence à dire, oui, en fait, je suis obligé de dire qu'ils ont été envoyés pendant le deuil de Moshe. C'est-à-dire que quand il fait tout son calcul, il dit, voilà, ils ont traversé le Jourdain, les exploitants, ils sont restés 5 jours, ils ont traversé le Jourdain, c'était déjà, il fait tout un calcul pour savoir qu'en fait, ils ont traversé 3 jours après la mort de Josué, en fait, ils ont traversé le Jourdain le 10 Nissan. Ça veut dire, c'est d'ailleurs ce qu'on apprend à la mort de Moshe, que c'est le Daïnat. Non, parce qu'ils ont entendu un mois. Un mois et 3 jours. Et après ça, après ce mois-là, le Zainadar, c'est de là qu'on apprend qu'il est né dans le Zainadar. Moi, je ne savais même pas, en fait, dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'il est mort Zainadar. C'est simplement, on sait qu'ils ont traversé le Jourdain le 10 Nissan et qu'il y a marqué qu'en fait, pendant Vaïtamou, il aimait, au début de Yoshua, Vaïtamou, il aimait Bechi et Ebel Moshe. Les 30 jours de deuil de Moshe se sont terminés. Et Hachem, il a paru à Yoshua et il lui dit, voilà, dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain. Et ils ont traversé le Jourdain le 10 Nissan, parce que ça, c'est marqué dans le verset, et ce fut le 10e jour du premier mois. Donc de là, on déduit que Moshe est né le 7 Adar. Et grosso modo, tu vois, c'est tout un Rashi là-bas qui est le premier Rashi là-bas, un des premiers Rashi dans la Haftara. Et il dit, ouais, blablabla, les exploiteurs, comme les exploiteurs, ils sont restés au moins 5 jours, et ils sont revenus, tu vois, ils sont revenus avant que Josué décide de partir en Israël. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été envoyés avant que Hachem se révèle à Yoshua pour lui dire de traverser le Jourdain. Et c'est ce qu'il dit, Rachid, tu vois, ils ont été envoyés, tu vois, en fait, pendant le deuil de Moshe. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, tu vois, ce qui apparaît, tu vois, plus ou moins net, c'est que, en fait, les Bnei Israël, tu vois, ils ont été envoyés, les explorateurs, enfin, Moshe, Yoshua, il avait reçu encore aucune directive, puisque c'était encore le deuil de Moshe, donc, lui, il ne savait pas du tout, Hachem, il n'avait rien dit, ni quoi que ce soit. Lui pensait, il ne sait pas quand est-ce qu'ils allaient traverser le Jourdain, quand est-ce qu'ils truc. Et donc, en fait, il les a envoyés, les explorateurs, pour une mission. Lui, il ne pensait pas que ça allait être dans 5 jours. Tu comprends? Lui, pensait peut-être qu'ils allaient rester stationnés là-bas en Jordanie. Il n'en sait rien, tu vois, je sais. Parce qu'il n'avait aucune prophétie, ni aucun truc.
Et c'est pour ça, tu vois, lui, en fait, la mission, elle aurait dû durer plus que 5 jours, en réalité. C'est ça ce que Rachid veut dire. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'il leur a dit d'aller visiter toute la terre d'Israël et que ça devait visiter au moins 40 jours, en fait. Et ça a été un super gros échec parce qu'ils se sont fait découvrir à la seconde où ils ont plus ou moins traversé le truc. Après ça, ils ont dû se casser dans les montagnes pendant 3 jours et puis ils reviennent et puis voilà, tu vois, ça veut dire tout est foutu, quoi. Mais c'est pas grave, tant mieux d'un côté parce qu'Hachem, entre-temps, il leur avait dit, allez traverser le Jourdain. Si se restait plus longtemps, c'est pas possible, tu vois, ça veut dire où ils avaient récupéré la base, quoi. J'en sais rien, tu vois, on va dire, c'était Minachamaim, tout est bien qui finit bien, quoi, on va dire. Mais, mais le truc, tu vois, c'est quand même, mais je me suis demandé, moi, la question que je me demandais, mais c'est pourquoi, tu vois, qui c'est qui les a, comment il a su, tu vois, j'ai vu dans aucun midrash, aucun commentaire, etc. Personne ne dit rien. Et je me suis dit, mais comment c'est possible, tu vois, comment c'est possible? Et jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai l'élimination, et je me suis dit, mais en fait, c'est super évident ce que le texte, il veut dire. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire que l'idée, parce que, et après ça, tu vois, après ça, quand une fois, une autre m'a posé une deuxième question qui n'avait rien à voir avec cette paracha-là, et j'ai trouvé que c'était une question vraiment géniale, et que je sais pas si j'ai déjà raconté. C'est que, tu vois, c'est parce qu'il y a marqué que Raham, en fait, elle habitait comment dire, dans la muraille. Je sais pas, c'est-à-dire, et en fait, tu vois, donc, en fait, à la fin de l'histoire, tu vois, elle leur dit, si tu veux, les ordres qu'ils donnent à Rahab, ils lui disent, voilà, en fait, ok, tu nous as sauvés, machin, blabla, donc, toi, en fait, on va te sauver aussi, mais toi, tout ce qu'il faut que tu fasses, toute ta famille, ceux qui veulent se sauver, ne doivent pas sortir de leur maison, vous allez mettre un truc rouge sur le truc, et vous sortez pas de votre maison. Et sinon, si vous sortez, si vous vous faites tuer, c'est votre faute, etc. Alors la question, elle est que, tu vois, si on te dit, à plusieurs reprises, la Torah te dit qu'elle habitait dans la muraille, elle habitait dans la muraille. Si tu veux, la première chose qui arrive à Jéricho, c'est que tu vois la muraille, en fait, elle est enfoncée dans le sol, tu vois ce que je veux dire. Donc, si elle sort mal de chez elle, avec sa famille, ben, elle est morte, tu vois, elle est enterrée vivante. Moi, c'est aussi une question que personne, tu vois, j'avais jamais entendu cette question, mais c'est une question géniale. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est vrai, personne n'y pense, mais c'est vrai. Tu vois, alors, tu vois, c'est sûr que la réponse, tu vois, la petite chat, c'est de dire que quand il y a marqué qu'elle habitait dans la Choma, il marqué plusieurs fois, Biki Bar Choma, Yoshavet, Ki Bar Choma, Yoshevet. Et tu veux dire qu'en fait, c'est pas vraiment dans la muraille, c'était, tu vois, à côté de la muraille, à l'extérieur de la muraille. C'est pas qu'il y avait des maisons dans la muraille, tu vois, mais le plutôt jeune Mikra, c'est qu'en fait, elle habitait dans la muraille, elle a pas, c'est complètement avalé, quoi. Donc, tu vois, ça veut dire, donc, comment, tu vois, ça veut dire, tu vois, comment elle a survécu à ça, tu vois, comment, tu vois, c'est-à-dire, c'était un ordre complètement idiot, en fait, tu vois, de dire ça. Et tu vois, tu vois, et alors, tu vois, c'est pour ça que moi, c'est ok, je me suis dit, tiens, ça avait toujours ces deux questions, je me suis dit, mais c'est quoi la réponse? Après, jusqu'à ce que je me suis dit, en fait, que pour moi, c'était pas shoot. En fait, tu vois, c'est parce que c'est simple, c'est-à-dire, s'il y a que Yoshua qui sait, qu'il y a les deux explorateurs qui savent, tu vois, donc si jamais c'est à fuiter d'un des trois ou de deux des trois, tu vois. Et en fait, tu vois ce que ça veut dire, grosso modo, si tu fais les maths, en fait, c'est que c'est les explorateurs qui ont merdé. Ça veut dire, grosso modo, le sens littéral, en fait, du passouk, c'est quoi? C'est qu'ils sont partis voir la Rav Azona parce qu'elle était prostituée, et elle, c'était son job, justement, de faire sortir tous les secrets de tout le monde et tout ça. Eux, ils ont skill tout le beans, tu vois. Et c'est elle qui les a dénoncés, tu vois. Et le truc, tu vois, en fait, tu vois, c'est pas shoot, ça, non, tu vois, ça veut dire, quand tu relis le texte, tu vois, c'est évident, tu vois, en fait. Et tu vois, mais que l'idée, c'est que tu vois, en fait, parce que selon ça, ce que ça change, ça veut dire que tu vois que, en fait, en dernier recours, si tu veux, elle a, comment dire, si tu veux, si tu veux, elle a changé d'avis. Ça veut dire que quand le roi, il envoie les trucs pour aller chercher, etc., c'est comme si elle les a dénoncés et tout ça, etc. Donc, tu vois, on the spot, tu vois, ça veut dire, le roi, il envoie les types pour les capturer. Et en fait, on a l'impression, c'est ce qui est super, mais ça, j'ai pas d'explication, mais je pense que tu vois, c'est quelque chose de, tu vois, c'est que, en fait, quand le roi, il lui envoie, quand tu regardes les versets, il lui dit, ils sont venus visiter toute la terre. Tu vois, c'est qu'ils sont pas venus que visiter Jéricho, ils sont venus visiter toute la terre. On a l'impression que c'est là où est-ce qu'elle a un change of mind, tu vois, c'est-à-dire qu'elle change of heart, ça veut dire qu'elle change d'avis, qu'elle dit, OK, je vais pas les dénoncer, au contraire, je vais les cacher. Donc, moi, je pense que c'est même plus compliqué que ça. Moi, je pense que ça veut dire, parce qu'on a l'impression, en fait, que dans le verset, elle a voulu en cacher qu'un seul, et en fait, un, elle voulait le garder et pas l'autre, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais ça, c'est le vrai sens littéral. C'est aussi notre problème, tu vois, parce qu'il est marqué Baptiste Speno, elle a caché au singulier. Tu vois, Rachid dit, ouais, en fait, c'est parce que Pinchas, c'est comme Eliyahu, il était comme un malach, il était invisible, donc il fallait en cacher qu'un seul. Mais en fait, après ça, tu vois que quand il dit dans la suite du verset, elle les avait enterrés sous les tiges de lin, c'est marqué au pluriel. Donc, c'est pas exactement quelle est cette histoire-là. Mais moi, je pense pas que, je sais, tu vois, j'ai pas trop cherché là-dedans, mais moi, ce que je pense qu'en tous les cas, elle a changé. Dans les versets, ce qu'on a plus l'impression, c'est que le roi lui dit, ils sont venus visiter toute la terre, et c'est ça ce qui l'a fait changer d'avis.
mais peu importe, tu vois. Pour moi, l'idée que, parce que après ça, si tu veux, pour moi, ça m'a fait vachement, parce que quand tu comprends l'histoire comme ça, en fait, tout de suite, moi, ça m'a fait tout de suite penser à l'histoire de Shimshon avec Dalila, tu vois. Parce qu'en fait, c'est la même chose. En réalité, ce que ça te montre, c'est que, si tu vois, c'est qu'en fait, parce que tu vois, il y a l'idée, tu vois, d'être enterré sous le temple et tout ça, etc. Et ça veut dire, et parce que, et tu vois, c'est que dans l'idée de Shimshon et Dalila, c'est qu'en fait, Shimshon, tu vois, aussi, il est trahi, tu vois, il dit tout, tu vois, il spill the beans, tu vois, ça, il dit tous ses secrets à Dalila. Dalila, tu vois, en fait, elle aurait pu, si tu veux, l'idée, c'est que, on a l'impression que ça veut dire que c'est normal, en fait, que la femme, tu vois, que ce soit de Dalila ou de Rahab, qu'elle ait une première truc de, si tu veux, de cuisiner et de prendre tu vois, les secrets qu'elle veut avoir, etc. Mais en fait, l'idée, c'est jusqu'à où tu vas quand tu sais maintenant que le type, il va crever. Est-ce que tu vas aller, tu vas jusqu'à les dénoncer, tu vois, pour aller le tuer, ou bien au dernier moment, tu changes d'avis, tu dis, OK, non, je ne vais pas faire ça, tu vois. Et en fait, tu vois, et que Dalila, en réalité, tu vois, ça veut dire, elle va aller jusqu'au bout, tu vois, ça veut dire, après plusieurs attentes qu'elle sait que, tu vois, que le bidule, tu vois, qu'à mon avis, dans toute cette histoire-là, tu vois, de Shimshon, tu vois, qui est enterré vivant avec les Philistins, tu vois, à Gaza, tu vois, tu vois, c'est un peu tout ça se passe à Gaza. Et tu vois, parce qu'on a l'impression que tu vois que Gaza, c'était, tu vois, si tu veux, le deuxième stronghold à part Jéricho, tu vois, c'était les deux villes entourées de murailles et tout ça. Mais tu vois, mais que tu vois, ça veut dire qu'en fait, si tu veux, c'est comme si jamais tu vois la femme, en fait, on a l'impression, moi, ce que j'ai appris de cette histoire-là, c'est comme si on a l'impression, en fait, que la femme, c'est normal qu'elle fasse une erreur au début, tu vois, ça veut dire que sa première réaction, ça va être, tu vois, un truc, de faire un truc négatif, tu vois, comme ici, comme elle va dire, OK, il faut que je vois ces types-là, c'est bizarre, il faut que tu vois, ça veut dire, tu vois, elle va dénoncer, elle va truquer, etc. Tu vois, elle va séduire pour dénoncer, ou comme tu vois, comme aussi avec Simpson, mais je pense que la Bekira, elle se trouve, tu vois, dans le step 2 tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, est-ce que tu vas jusqu'au bout, tu vois, ou bien, non, tu dis, OK, tu vois, les pauvres, tu vois, est-ce que, tu vois, je vais pas les tuer. Et, tu vois, je pense que c'est ça, je pense que c'est pour ça aussi, cette histoire de Barkoma et Shabbat, cette histoire-là, je pense que ça fait partie de ce lien entre, tu vois, entre Shimshon, tu vois, dans l'histoire de Shimshon, que lui, il a enterré vivant, il a dit, voilà, je vais mourir avec tout le monde. Et à la fin, il a dit, on va mourir, tout le monde meurt. Et tu vois, ça veut dire, c'est le truc suicidaire qu'elle aurait pu avoir en disant, voilà, de toute façon, on va tous crever alors qu'eux aussi ils crèvent, etc. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire d'être enterré vivant et qu'elle, en fait, elle est, tu vois, si tu veux, miraculeusement sauvée parce que, tu vois, elle a fait un second change of heart. Elle a un changement, tu vois, après coup, tu vois. Et moi, je me suis demandé, parce que tu vois, après ça, j'arrête sur ça, c'est simplement parce que j'attendais, mais je crois que tu vois, ça va aller. Mais tu vois, c'est aussi parce que j'ai pas préparé pour le cours tellement, donc je me suis dit, ça, c'était vrai. Ça, c'est un truc à réfléchir. Mais tu vois, non, c'est aussi parce que tu vois, je pense que tu vois que parce que si tout ça, ça fait penser à l'histoire de Ève, tu vois, avec le serpent et tout ça, tu vois, on se demande, tu vois, en fait, est-ce que Ève, elle a une deuxième chance, tu vois? C'est-à-dire que quand elle a été séduite avec le serpent et tout ça, etc., et qu'après, elle mange l'arbre de la connaissance, en fait, si tu veux calquer, en fait, si tu veux si tu veux, comment dire, le pattern, tu vois, le cycle, tu vois, en disant, voilà, on te dit, voilà, Rahab, en fait, tu vois, OK, si tu veux, elle a séduit pour pouvoir, tu vois, comme ils disent dans le film, la séduce and destroy, je sais plus comment ça s'appelle ce film qui avait ça, tu vois, c'était quoi, c'était dans, je sais plus, c'était avec Bruce Willis, je sais plus, c'était quoi, c'est un peu plus ce truc-là, c'était, ouais, je me rappelle plus, ouais, tu vois, mais je crois que c'est dans American Psycho. Et tu vois, Ouais, non, mais ce que je veux dire, tu vois, mais voilà, mais ça veut dire que je pense que tu vois, si tu reprends le pattern, tu vois, que ça veut dire que c'est, tu vois, tu vois, en fait, la femme, elle séduit, après, tu vois, mais, et que c'est normal qu'elle le fasse, si tu veux, parce que c'est sa première réaction, on va dire, tu vois, c'est de séduire pour détruire ou pour, tu vois, un truc comme ça. Mais quand, en fait, là où il y a, tu vois, la veille d'éclairage, est-ce que la femme, elle est bien ou elle est pas bien? Est-ce qu'elle va jusqu'au bout, tu vois, ou est-ce qu'elle va pas jusqu'au bout? Et tu vois, non, mais je pense, tu vois, que c'est vrai que c'est ça ce que j'ai montré, tu vois, parce qu'il y a plein d'autres histoires à part ça qui sont, bref, parce que, en fait, ce qui est super intéressant, mais ça, il faut réfléchir plus, parce que dans la Gemara, si tu veux, il y a une femme qui s'appelle Roma, qui est en fait, qui est aussi une femme, ouais, non, et dont un des maris, puisque c'est une femme fatale qui va tuer trois de ses maris, qui sont trois auteurs de la Gemara, hein, dont un, en fait, si tu veux, dont un, il s'appelle Rechava, ou un truc comme ça, Rachava, ça c'est en araméen. Donc, ça fait penser à Rachav et tout ça, etc., et machin. Moi, je pensais quelque chose, tu vois encore plus derrière, etc., tu vois, je sais pas, tu vois, c'est quelque chose, on peut regarder la Gemara là-bas et tout ça, mais c'est pas le sujet.
mais ce que je veux dire, je pense, voilà, mais je pense que tu vois ce que je dis, c'est est-ce que Ève, elle a une deuxième chance, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, est-ce que, en fait, c'est quand elle a mangé le fruit, peut-être elle aurait dû ne pas, parce que elle n'a pas dû donner à manger à son mari, ne pas donner à manger à tous les, puisqu'on dit qu'elle a mangé, après elle a donné à son mari, après elle a donné à tous les animaux du jardin. Le fruit de la connaissance, parce qu'elle a dit, parce que j'en sais, je ramène l'histoire de Shimshon, en disant, parce que Shimshon, il a dit, je veux mourir avec les Philistins. C'est-à-dire, si moi je meurs, je veux pas être le seul à mourir, tu vois, ce que je veux dire, un truc comme ça. Et tu vois, mais je me demande, est-ce que tu vois, est-ce que c'est comme une sorte, tu vois, de deuxième chance, tu vois? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'en fait, que Ève, en fait, le problème, c'était pas qu'elle a mangé de la connaissance du bien et du mal. Ça, si tu veux, c'était normal, on va dire, c'était attendu, tu vois, ça veut dire, mais le truc, c'est peut-être la faute, c'est d'avoir donné à tout le monde, d'avoir donné au mari, tu vois, ça veut dire pourquoi, tu vois, ou bien, tu vois, voilà, j'en sais rien, ou bien est-ce qu'il n'y a pas une deuxième, tu vois, est-ce qu'elle a eu une deuxième chance, elle, en fait, tu vois. Tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, je sais, tu vois, c'est compliqué, tu vois. J'en sais rien. Ouais, ça veut dire, je sais pas, tu vois, moi, la chose que je pense, tu vois aussi, c'est qu'on a l'impression que parce que tu vois, en fait, à chaque fois, si tu veux, le tikkun, ça veut dire la malédiction, si tu veux, qui a pris la faute du premier homme, en fait, à chaque fois, si tu veux, la malédiction, elle peut pas être gratuite, tu vois, c'est une réparation. Et tu vois, donc on comprend que l'homme, en réalité, il doit mourir, tu vois, donc pour avoir le tikkun, la faute de la connaissance, ou travailler, tous ces machins. Mais l'histoire, tu vois, d'être dominé par son mari, ou tu vois, ou d'avoir des douleurs à l'enfantement, c'est difficile de dire que c'est ça, tu vois, la réparation, tu vois, quel rapport entre le fait d'avoir mangé l'arbre de la connaissance, tu vois, et tu vois, et c'est pour ça, moi, je pense, tu vois, que plus l'idée, j'en sais rien, parce que moi, j'ai l'impression, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est sûr qu'il y a, c'est pour ça, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup à réfléchir encore dessus, mais ce que je pense, parce que si tu relis ça avec l'histoire, tu vois, dans le verset qui est marqué dans la Haftara, que le roi, en fait, il lui dit, ils sont venus visiter toute la terre, et que c'est là ce qui a fait changer la vie. David, quand tu regardes dans les versets, c'est ça, c'est qu'au début, elle pensait qu'ils étaient venus que visiter Jéricho. Eux, ils m'ont dit, on est venus, alors qu'ils, non, ils sont visités tout le pays. Tu vois, on a l'impression que c'est là où le changement est fait. Et tu vois, moi, j'ai l'impression, tu vois, parce que ça match avec, à mon avis, tu vois, si tu regardes psychologiquement, tu vois, dans une femme, ça veut dire que si jamais elle dit, voilà, je travaille pour un gouvernement, etc., alors, tu vois, ça veut dire, OK, alors, tu vas faire ce que le roi il te dit, tu vois, on va dire. Mais et en fait, tu vois, c'est la nature de la femme. Elle ne se pose pas la question de savoir, on va dire dans ce cas-là, ça ferait partie de la malédiction de Ève qui écoute, tu vois, son mari. Ça veut dire il y a un côté où tu vois quand c'est-à-dire l'autorité universelle, elle est pas questionnable pour une femme, tu vois. Ça veut dire et tu vois, et que c'est qu'une fois on lui dit non, mais eux ils veulent prendre tout le pays, donc ça veut dire c'est tout le système qui va changer. C'est pas que des terroristes qui viennent foutre une bombe, tu vois. C'est des mecs, tu vois, qui sont avec une armée qui vont se venir pour conquérir le pays. Alors là, elle dit, ah, ok, tu vois, peut-être, tu vois, là, elle prend le parti de dire, ah, ok, si un deuxième gouvernement, alors moi, je préfère le nouveau, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée, c'est ce qu'on voit, tu vois, tu vois, c'est ça ce qui a fait le changement. Ça veut dire, il y avait une possibilité de changement, et tu vois, et en fait, elle a le choix de, tu vois, si tu veux, de faire qui, en fait, à quel gouvernement elle va faire allégeance, et c'est son choix qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est marrant parce que dans Shimshon, on retrouve la même idée. Que tu vois, Dalila, en fait, Shimshon, il est en train de battre les Philistins à plat de couture et tout ça. Et en fait, si tu veux, elle aurait pu choisir de ne pas, tu vois, dénoncer, de ne pas faire, etc. Et elle décide quand même, tu vois, etc. Bien qu'à la fin, ça mène, tu vois, une destruction totale. Mais je pense que tu vois que il y a quelque chose, tu vois, qui est lié avec ça, avec l'histoire de Ève, quand elle mange, tu vois, le fruit et qu'elle le donne, tu vois, tu vois, c'est comme un truc comme ça. C'est comme si à un moment, tu vois, en fait, dans la malédiction, il y a l'idée que si tu veux, ça veut dire l'autorité universelle, tu vois, elle n'est pas questionnable quelque part, tu vois, pour une femme. Et ça fait partie de la malédiction, tu vois. Mais c'est quelque chose, tu vois, voilà, c'est quelque chose à réfléchir, j'en sais rien. Mais tu vois, c'est simple. Mais pour moi, l'idée que j'avais jamais pensé avant, je pense que la relation avec Shimshon, elle est à vraiment rechercher cette histoire, tu vois, entre Gaza et Jéricho. Et tu vois, parce que c'était deux villes fortifiées, et tu vois, et quand dans Gaza, tout le monde meurt, si tu veux, à la fin, tu vois, enterré sous les gravats, que ce soit Shimshon et tout ça, etc. En fait, alors que à Jéricho, tu vois, en fait, on a justement l'impression qu'il y a soit un miracle, en fait, que même si la muraille, elle est avalée, en fait, je sais pas comment, tu vois, personne ne meurt enterré, quoi, grosso modo, alors que ça aurait dû arriver, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, on voit la différence, c'est qu'en fait, c'est comme si, tu vois,
parce que ce qui est choquant moi, sur les Simpsons, c'est qu'en fait, tu vois, Dalila, elle se reprend plusieurs fois pour, tu vois, d'abord, il lui dit, je sais pas, il lui parle les cheveux. La première chose, il lui dit, je sais pas quoi, c'est si on m'entoure avec des cordeaux en chanvre, alors je peux pas bouger. Et à chaque fois, elle amène les Philistins, ils arrivent et ils voient, ils se libèrent et trucs. Ça veut dire, la question, elle veut dire, pourquoi est-ce que tu vois dans le Tanakh, là-bas, on nous mentionne qu'elle a eu plusieurs strikes et Shimshon aussi, tu vois. Moi, je pense que l'idée, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est normal, en fait, que le premier strike, tu vois, ça veut dire, qu'il soit mauvais, tu vois. Ça veut dire la question, c'est jusqu'à où tu vas, tu vois, dans la connerie, quoi. Tu vois, je pense, parce que voilà, je pense beaucoup aussi, je pense dans la psychologie de la femme, c'est beaucoup vrai, tout ça, tu vois. C'est-à-dire que tu vois qu'une femme, elle va toujours faire chier, mais tu vois, la question, c'est de savoir c'est jusqu'à où elle fait chier, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, la gamine, c'est, est-ce que tu vas être comme Racha, va dire, ok, ah, j'ai pitié, tu vois, machin, voilà. Et même j'ai pensé à un moment, j'ai pensé vraiment qu'il y avait un truc à réfléchir avec le ligotage d'Itrak là-dedans. Parce que tu vois, en fait, c'est Rahab, tu vois, c'est si jamais elle a tous les secrets, que c'est elle qui les dénonce. En fait, c'est comme si elle a, tu vois, une sorte de, tu vois, elle a la possibilité de les tuer, quoi. Et en fait, elle les tue pas. Et je pense, tu vois, en fait, que dans l'instinct maternel, en fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Tu vois, parce qu'il y a le côté, tu vois, ça veut dire, je pourrais tuer, mais je tue pas. Et c'est ça ce qui fait, en fait, que tu vois, que j'aime mes enfants, tu vois, un truc comme ça et que tu vois que dans la Kedat Yitzhak, tu vois que c'est ça l'idée, tu vois que elle a, tu vois, quand elle a donné à manger à tout le monde, en fait, tu vois, c'était même à ses enfants, a priori, tu vois, c'est ce que, voilà, Dalila, elle a fait, tu vois, tu vois, tu vois, c'est tu vois, c'est tuer son enfant, tu vois, mais ça veut dire qu'il y a un moment, tu vois, je pense que la femme, si tu veux, elle doit se sentir à un moment où elle a la possibilité de tuer tu vois, son fils, son mari, j'en sais rien, tu vois, le monde, mais qu'elle le fait pas, c'est normal, tu vois. La question est juste de savoir, c'est est-ce qu'elle va le faire ou elle le fait pas à la femme, tu vois. Mais que le point de suspension, elle en a besoin. Et je pense, tu vois, que dans la Kelatisrak, il y avait ça, tu vois, c'était ça. Je pense que dans la Kelatisrak, il y a quelque chose de très fort là-dedans, tu vois, dans ce côté-là, tu vois, je sais pas, je vais à réfléchir, mais je pense que c'est très lié à la féminité, tu vois, c'est comme dans le Zohar, il y a marqué qu'il avait une neshama de femme et qu'en fait, à travers la Kedah, en fait, il a reçu une neshama de garçon, que toute la Kedah est venue parce que Sarah, elle avait rigolé et qu'elle n'aurait pas dû rigoler, que tu vois, etc., et que tu vois qu'elle est morte. Tu vois, ça veut dire un truc comme ça. Moi, je pense que dans la Kedah d'Yitzhak, il y a quelque chose qui est lié à ça, tu vois, qui est lié à ça. Mais je sais pas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est là, j'ai pensé à ça, je me suis dit comme ça me fait gagner du temps, mais bon, j'ai pas réussi quand même à faire venir. Il a pas dans le il dit, oh, ah, c'est la nana, il veut plus payer. Non, je pense pas qu'il en ait marre. Peut-être, mais il en est marre, non? Ah, ouais, peut-être que moi aussi, je me dis après, si eux veulent des vacances, on peut faire un peu des vacances, mais Dieu aussi, peut-être que je ne devrais pas aussi des vacances. J'en sais rien, on verra. Pour l'instant, on fait ce qu'on-là, et voilà. Ça, le truc qui me donne le crédit, c'est quand j'écoute j'écoute un peu d'émissions de France Culture, là, tu vois, je sais pas, quand ils ont parlé je sais pas de quand ça date, parce que c'est tombé sur mes YouTube, là, je sais pas quand ils ont parlé comment ils ont parlé sur qui, sur Tocqueville et sur machin, et tu vois, c'est-à-dire qu'ils essaient tout de lier ça avec les élections et tout ça, etc. Oui, ils essayent de retrouver. Ouais. Et ils sont tellement. C'était quoi ça? C'était avec Tocqueville, il y avait Tocqueville, il y avait l'autre, là, comment il s'appelle? Montesquieu, je crois, non? Ouais, Montesquieu, t'as dit, ouais, j'ai entendu l'émission, ouais. Je sais plus dans laquelle c'était. Non, mais hier, j'en ai entendu une vachement bien sur, comment ça s'appelle, de Marc Weissmann, là, je sais plus comment elle s'appelle, son émission L'Air du Temps, ou, je sais plus comment elle s'appelle, génial, les mecs qui expliquent comment s'est montée la Ve République et pourquoi il y a eu les nations, enfin bref, toute la genèse et pourquoi on arrive où on en est maintenant automatiquement, quasiment, quoi. Et ils disent que c'est parce qu'il n'y a plus de. La France elle tombe parce qu'il n'y a plus de leader, il n'y a plus d'idées politiques. En fait, il n'y a plus de nouveautés politiques depuis, plus de volonté politique, plus rien, quoi. C'est le vide, c'est le vide intersidéral. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à ces trucs, parce qu'il y a personne ne donne de réponse à rien, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de machin, il n'y a rien de. Ouais, Bon, c'est comme si c'est pas. j'écoute vachement bien l'émission. Deux mecs qui parlaient vraiment. J'ai écouté deux fois tellement c'était. Je regarderai, je sais. Mais moi, ce que je trouve surtout, c'est que tu vois, c'est que, ok, tu peux théoriser. Ce qui est beau avec les Français, c'est tu vois qu'ils théorisent, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ok, c'est peut-être vrai, tout ce que tu veux, mais ok, mais la question Les est. signes des temps, c'est. Ouais, je Marc regarde, Griezmann. Ah, Ouais. Non, non. Oui, mais non, oui, d'accord. Enfin, moi, il faut quand même essayer de comprendre comment la cinquième en arrive là, quoi. Je veux dire, c'est bizarre, quoi.
on arrive à une situation complètement délirante, quoi. Et, et eux, ils disent que bon, les sources sont là-dedans, quoi, qu'il n'y a plus de, il y a plus de volonté de. Bon, non, Mais je c'est intéressant. pense qu'il y a beaucoup Moi, j'ai de... appris des trucs, quoi. Quoi? Ouais, J'ai non, appris des trucs, surtout sur le. c'est sûr la- que la- la théorie, elle est super bonne à chaque fois. Mais On, non, non, mais, on se croirait en Israël, quoi. c'est-à-dire, il n'y a pas de majorité, ouais, c'est le il n'y a pouvoir. pas de majorité. Ah oui, oui, c'est bien, oui, on revient à la troisième, à la quatrième, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est ça va être ingouvernable, c'est génial. Ouais, non, je sais rien, mais C'est là, ce qu'il voulait. Je pense que finalement, quand tu fais le décompte, Macron, c'est ce qu'il pensait. Deux choses. Un, ils ont la majorité absolue, ils s'en foutent parce qu'ils restent là. Et ils n'ont pas la majorité absolue. Et dans ce cas, c'est le bordel et c'est le seul qui reste fixe dans le bordel. Donc, c'est tout, quoi. il a dit, moi, je suis seul à fabriquer un mandat et tout ça. Bah oui, c'est ça. Ouais. Là, je sais rien, c'est bien. Donc, non, moi, je trouve ça bon. Espérons que tu vois. Non, la grande discussion ce Shabbat à la Choule, c'était de savoir si est-ce qu'on votait SN ou pas, enfin RN ou pas. La FN Donc, il y n'existe avait les deux camps, quoi. Il n'y a personne qui vote à LFI, mais les mecs entre blanc et FN, maintenant, c'est la question à la Choule, quoi. pas. C'est quand tu as le deuxième tour que vous allez. Ouais, c'est au deuxième tour qu'on devra choisir. Ouais. Mais au premier jour, ils sont tous d'accord. C'est au deuxième tour, est-ce qu'on va jusqu'à voter FN contre LFI ou pas? Et c'est grosse discussion, grosse discussion. Bah, je pense que grosse discussion. Dans notre choule, parce qu'il y a beaucoup d'Ashkénazim et qui sont encore sensibles, ils ont encore un sujet sensible. Je pense que dans notre choule, ils ne se posent pas de questions. Mais Ravochin disait que lorsqu'il y a de l'impensable qui arrive, Oui. ça c'est un dévoilement. Voilà. Oui, donc, ce que j'ai dit aussi. Bah, d'accord, enfin bon. Donc l'impensable qu'on vote le Front National, il faut le faire. Hein. C'est vraiment le domaine de l'impensable. Moi, je sais rien. Moi, j'ai aucun problème de voter RN. Moi, ça veut dire pour moi, c'est. Je sais pas, moi, ça veut dire pour moi. Moi, je pense que c'est parce que vous avez. Il y a un gros brainwashing, tu vois. Il y a vraiment un gros lavage de cerveau des médias français, tu vois, sur les diabolisent le RN et tout ça. Mais franchement, quand tu écoutes. Non. Alors, c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. Il ramène pas mal de trucs, mais enfin, il suffit d'aller dans une réunion dans une réunion du FN et de leur demander ce qu'ils pensent des Juifs. Ça dure 20 secondes le truc. Au bout de 20 secondes, ils te font cramer et puis ils rajoutent de l'essence dessus, quoi. Non, mais c'est sûr. C'est dans leur sens. Enfin, c'est dans leur gène. Tous les trucs. Et là, il y a un mec qui l'avait viré la semaine dernière parce qu'il avait fait un tweet où il disait je sais pas quoi, que le gaz avait rendu justice aux Juifs pendant la Shoah, quoi. Et bien finalement, ils l'ont remis parce que voilà, donc pas déconner. Je veux dire, non, je pense qu'ils ont vraiment un truc, mais effectivement que les filles, on a autant à leur service. On va quand même pas faire référence entre gaz et Gaza, quand même, faut pas exagérer. Non, mais c'est pas comparable, mais non, enfin bon, je pense qu'il y a de raison de se poser la question en tout cas. Bref. Ouais, non, mais Les réponses, chacun la sienne, mais je pense que c'est surtout le fait que ça devient comme ça. Ça veut dire maintenant une pierre angulaire de savoir qui est antisémite, etc. Et c'est ça maintenant le débat, tu vois. C'est incroyable, quoi. Ça rappelle vraiment l'Allemagne d'avant la guerre et tout ça. Bah, c'est ça. C'est fou, quoi. Ouais, que ce soit ça bon, attention, c'est le problème des Juifs, hein, qui savoir qui est antisémite. Les autres, je sais pas s'ils s'en foutent pas un peu. Quand tu écoutes les trucs de France Culture, le mec il dit, justement, quand il parlait même sur Tocqueville et tout ça, je sais pas, il y a un mec qui a parlé sur Tocqueville, un fudge. Le mec il dit même dans son émission, j'aimerais bien arrêter de parler des Juifs, mais je suis obligé c'est toi qui m'avais dit que dans France Culture, ça c'est que des Juifs qui parlent. Ah bah oui, ça. C'est que des Juifs qui parlent, mais en plus ça parle que des Juifs maintenant. C'est-à-dire quand tu écoutes. C'est pour ça, mais l'antisémitisme, c'est devenu le point central maintenant de la société française. Comme tu vois, c'est complètement aberrant, quoi, parce que combien de juifs il y a en France, tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce qu'ils représentent, c'est incroyable, tu vois, je veux dire. Tu vois, c'est ça ce qui est incroyable. Je sais pas, tu vois, pour moi, je sais rien, c'est le point Goldwyn, c'est le truc où c'est la pierre angulaire, c'est ce qui définit le monde. Ouais, maintenant, non, mais bon, pourquoi pas, quoi. Non, mais lui, il en a marre. Oui, ça parle que de ça, c'est terrible. Non, mais c'est ça. Pas que sur culture, hein. Ouais. Pas que sur culture, là, je regarde même sur CNews, là, j'étais sur CNews, il y a un mec de la Choule qui est passé sur CNews, alors je regardais, c'est pareil, ça parle que des ides. Effectivement, bon, là, il y a eu malheureusement le viol de la petite fille, là, ça a fait quand même pas mal ça fait bouger pas mal les choses, mais oui, c'est vraiment que c'est fou, quoi.
bien sûr. On verra Enfin, bien. voilà. Maintenant, si tu es du FN et que tu écoutes France Culture, tu penses que ou tu vois bien qu'il y a beaucoup de juifs. Ouais, non, mais j'en sais rien, mais je pense que je sais pas. Moi, j'ai l'impression vraiment, moi, je pense que le vrai problème, tu vois, de la France, c'est que c'est le même problème qu'il y avait en Allemagne et tout ça, c'est qu'il y a véritablement, il y a vraiment et tu vois, ils se rendent pas compte du tout, mais ça veut dire, il y a vraiment et ça, c'est quand tu es à l'extérieur de la France. Moi, je te dis, moi, j'ai vraiment comment dire, tu vois, ça veut dire une position privilégiée pour pouvoir le voir, c'est qu'il y a vraiment un divorce, mais même, tu vois, ça veut dire complètement une sorte de, tu vois, de vraiment je sais pas quoi expliquer, comment dire le mot, tu vois, ça veut dire, mais vraiment, comme si tu vois, en fait, si tu vois le monde des intellectuels, des médias, tu vois, Ouais. des urbains, tu vois, les Parisiens, tout ce que tu veux, ceux qui habitent dans les grandes villes, tout ce que tu veux, en fait, ils vivent dans un monde complètement différent de, tu vois, des mecs qui habitent dans la province, dans le machin, et c'est deux mondes complètement différents, tu vois, et ça veut dire, il y a une déconnexion totale, tu vois, je veux dire, Non, je pense pas que ce soit aussi clair que ça. Le vrai truc, c'est qu'on n'ose pas le nommer. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous choque tellement de nommer ça. Enfin, ouais, nous, c'est-à-dire que les gens qui sont censés être voilà, dans ouais, le microcosme parisien, qu'on n'arrive pas à le nommer, c'est tout. Ils n'arrivent pas à le nommer. Là j'écoutais réplique là, avec Finkielkraut. Il y avait un mec, il n'arrivait pas à le dire, quoi. Il n'arrivait pas à dire que c'était un problème. Il dit oui, mais tu comprends, c'est social, c'est machin. C'est pas social, c'est machin. C'est des gens qui ne veulent pas s'intégrer, qui ont une vraie volonté de nuire. Ben, moi, ce qui me choque là, dans tout ce qu'on parle depuis 2 semaines, c'est les Asiatiques. Personne n'en parle jamais. Il y a plein de Chinois à Paris. Et quand je te dis Chinois, c'est plein, quoi. C'est beaucoup. C'est pas en proportion, mais c'est énorme. Moi, le Valois, je sais pas si tu regardes les commerces, il y en a 1 sur 2, c'est des Chinois dedans. Personne ne parle jamais d'eux, personne. oui, Personne. C'est un non-sujet. Ça n'existe pas. Il y a que, je te jure, le Valois, c'est terrible. Il y a plus que tous les cafés. Il en reste un qui n'est pas tenu par des Asiatiques. Et tous les tabacs, parce que c'est là où il y a du café. Et alors, c'est maintenant, le truc, c'est les salons pour les ongles, là. Des ongleries. Il y en a tous les 20 mètres. Je ne sais pas comment ils font. Impossible. Moi, je regardais une boutique, hein, parce qu'on cherche un local pour la synagogue. Les loyers, c'est pas possible de payer le loyer avec les ongles, c'est pas possible. Moi, j'ai fait un peu de commerce, je peux te dire, ça passe pas. Ça passe pas. ah, Ils devraient arrêter, les mecs. je sais Donc, pas. c'est sûr que c'est que de la magouille, quoi. Mais c'est sombre. Et personne n'en parle. C'est le sujet, le non-sujet. C'est terrible. Hein. Ça va, c'est terrible. C'est marrant. Donc, c'est pas du racisme. Le pays n'est pas raciste, parce que sinon, on n'irait pas chez les Chinois. Je veux dire, on détesterait les Chinois, quoi. Non, mais je veux dire, il y a moi aussi, je pense, non, je pense pas qu'il y ait du racisme. Non, moi, je pense que, tu vois, C'est un rejet. non, mais je pense que le vrai problème, tu vois, ça veut dire, tu vois, les problèmes que le RN, tu vois, il soulève, tu vois, de l'insécurité, du pouvoir d'achat, tous ces trucs-là. Si tu veux, c'est des problèmes qui sont véritablement, tu vois, réels, tu vois, dans la France rurale, qui sont, tu vois, aussi, si tu veux, voilà, si tu veux, il y a toute une partie de la France, tu vois, qui est vraiment, tu vois, touchée par ça et que c'est ça ce qui les intéresse pour de bon, tu vois, ça veut dire, et si tu veux, pour eux, et à part ça, tu vois, eux, ils voient les élites, tu vois, avec des grands guillemets sur le mot élite, tu vois, c'est très symbolisé ce que tu vois vraiment quand tu vois, par exemple, le gouvernement de Macron, où c'était assez évident, c'est que c'est des mecs, tu vois, qui, soi-disant, ils ont fait l'ENA ou je sais pas exactement, mais tu vois, quand le mec, tu lui demandais à Bruno Le Maire, c'est quoi un hectare, il n'est même pas capable de te répondre. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, mais à part ça, c'est une blague que tu vois qui a circulé après sur Internet et tout ça, mais ça veut dire que quand tu leur poses des questions un petit peu sur ce qui se passe, les mecs qui savent rien, c'est-à-dire, tu vois bien qu'en fait, tu vois, c'est que Attal et tous ces types-là, c'est des mecs qui sont incapables. À part ça, c'est des gens qui sont pas, et qui se prennent pour des génies. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux ça, le citoyen lambda français, il s'en rend compte complètement. C'est-à-dire, quand tu regardes les trucs, tu vois, non, parce que je veux dire, il y a surtout, tu vois, complètement, si tu veux, il y a une sorte de, tu vois, ça rien. Si tu veux, c'est même pas, je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire, c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne, tu vois. C'est que, tu vois, que le mec, quand il votait Hitler et tout ça, etc., c'est parce qu'il y avait vraiment une sorte de complètement de, tu vois, il y a plus de représentatifs, si tu veux, les mecs en France, qui habitent pas dans les grandes villes, tu vois, qui habitent pas, tu vois, tu vois, les rues, ils se sentent pas du tout représentés, ni ils font confiance, ni quoi que ce soit. Et c'est presque avoué, même, tu vois, par la classe politique, que, tu vois, les hommes politiques, tu vois, ils voient clairement, ils disent clairement qu'ils cherchent leurs intérêts propres et leur carrière, et c'est tout. Et c'est presque dit, tu vois, texto. Comment tu veux qu'un mec, tu vois, qui est un citoyen lambda, tu vois, qui gagne le SMIC ou qui gagne, tu vois, moyen, tu vois, ça veut dire qu'ils survivent là-bas, comme ça, dans les banlieues, je veux dire, tu vois, dans la France rurale, etc., ils se sentent, tu vois,
en confiance avec des mecs comme ça, tu vois ce que il y a plein de trucs, tu vois, c'est-à-dire, mais si tu veux, comment, je sais pas comment expliquer, que c'est pour ça que quand tu écoutes France Culture et tout ça, France Inter et tout ça, et tu vois à quel point les mecs, ils sont à côté de la plaque, ça veut dire, ils réalisent pas du tout à quel point, tu vois, ils sont, si tu veux, en décalage. Tu vois, ça veut dire avec la population. Et surtout ça, ce qui est choquant, c'est qu'il y a un décalage, tu vois, énorme, tu vois, entre il va en Israël. Ah. Tu vois, mais ok, d'accord, on commence. Je veux dire qu'on arrête de discuter. D'accord, ok, on commence alors. Ouais, oui, enfin, je sais pas, mais enfin, je sais pas. Parce que c'était moins vrai, ça, dans les années 60, c'était moins vrai dans les années 80, c'était moins vrai quand. Il y a toujours un décalage entre le peuple et l'intelligentsia, il y a toujours eu. Sauf qu'avant, le peuple, il ne savait pas. Parce que maintenant, il y a les médias, il y a la télé. Déjà, c'est sûr que ça a augmenté beaucoup, mais je pense aussi qu'il y avait la gauche, elle était beaucoup plus. Tu vois, si Mélenchon n'était pas cinglé, on n'aurait aucun problème. Ça veut dire, la crise, elle est due à, je peux dire, système. Moi, je ne sais pas si elle est due à la Ve République en tant que système, elle est due à deux crétins, Macron et Mélenchon. Je veux dire, ça veut dire, c'est vrai, ça veut dire, si à la place de Macron, tu avais Chirac, si à la place de Mélenchon, tu avais Mitterrand, eh ben, je sais pas, je pense que depuis que le dernier qui avait réussi à piloter le pays, c'est Mitterrand, mais pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce qu'à l'époque, c'était encore la taille d'un pays. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, je peux prendre une décision à Paris, ça ne change rien. Je veux dire, voilà, il y a une guerre en Ukraine, le pétrole double de tarif, enfin l'électricité triple de tarif, machin, qu'est-ce qu'il peut y faire? Il peut prendre toutes les décisions de la Terre, ça ne changera rien. On est complètement lié à l'international, on n'est plus rien. Enfin, ça n'a jamais été pas. Enfin, je veux dire, la grandeur de la France depuis après la guerre, après le 39-40, c'est plus rien, quoi. C'est un pays qui a vécu grâce aux Américains, qui s'est reconstruit, mais qui n'a jamais repris sa place et qui ne prendra jamais sa place. Sauf que dans la fantaisie de tout le monde, on est un grand pays, on est un machin, rien du tout. C'est plus rien. Ouais, c'est devenu plus rien. C'est plus rien, c'est un pays de service. Il n'y a plus que du service, et le service se casse la gueule, parce que les gens, ils en ont marre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'industrie, il n'y a pas de créativité, il y a plus rien. Avant, on avait des fleurons dans la médecine, dans le machin, c'est plus vrai. Non, mais tout ça, ça peut s'arranger, tu vois. C'est l'histoire. C'est qu'en fait, si tu veux, ce qui est le truc, c'est que le potentiel, il est là. Ça veut dire, tu vois, je veux dire, il était là. Il est encore là. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que l'affaire d'Alstom, tu vois, c'est sûr que c'est un scandale incroyable et tout ça. Mais que, tu vois, mais je veux dire, la France, ça reste une entreprise. On avait un fleuron, là, le truc d'informatique, là, c'était les numéros 1 mondiaux dans la monétique, dans tout ce qui était demain. Ils avaient tout compris. Il fallait faire de la monétique, il fallait oublier les billets, il fallait penser. Les mecs, ils se sont fait racheter par un Sfarad qui est arrivé il y a 3 semaines pour je ne sais pas combien, là. Enfin, un mec qui a monté sa boîte, qui était joueur de poker et qui est devenu patron de boîte d'informatique. C'est complètement délirant. C'était une boîte énorme. Enfin, c'est pas stratégique et tout. C'est devenu rien du tout. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est parce que je ne sais pas. Par contre, tu vois, le potentiel est toujours là. C'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, si tu veux, les Français ils se sont frustrés et tout ça. C'est-à-dire, le potentiel est là. Si tu veux, comme tu dis, c'est quoi le potentiel inventif, tu vois, des Français est toujours là. Tu vois, parce que tu vois ce que je veux dire. Les seuls qui ont quelque chose à créer, ils vont à Silicon Valley ou machin, c'est fini. Mais c'est pas évident. Qu'est-ce que tu veux créer en France? Qu'est-ce que tu veux te prendre des emmerdes avec les. Il y a encore des mecs intelligents en France, il y en a comme partout ailleurs. Ils avaient peut-être effectivement une sensibilité un peu meilleure sur certains domaines aussi, sûrement. Mais les Français, ils ont tellement de défauts par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un Français, voilà, là, ils ont ouvert une ligne de métro, ça leur a pris 3 fois le temps, ça a coûté 4 fois le prix. Je veux dire, chaque fois qu'ils font un truc, ça coûte 10 fois plus cher que c'est prévu, quoi. Leur fameuse, je ne sais même pas si elle est ouverte, la Flamanville, là. Les petits-enfants, ils ne l'auront pas ouverte, cette truc. Pourtant, ils avaient de l'avance et tout, quoi. Les Chinois, ils en ont construit, ils ont mis 10 ans à les faire. Nous, ça fait 30 ans et ça coûte 20 fois le prix. Je ne sais pas. Non, je pense qu'il s'est pas un sacré coup, le génie français, franchement. Mais on étudie, c'est pas le truc. Mais je pense qu'il y a quand même un gros. Ça sent pas. Le truc, c'est que pour les Juifs, ça sent pas très bon parce que si jamais il commence à y avoir des émeutes et tout ça, ce qui risque d'arriver, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est ça, les c'est ça ce qui s'est passé en Allemagne. Quand tu regardes, tout a commencé avec des riots, ça veut dire avec des émeutes. Les émeutes à la base, elles n'avaient rien à voir avec les Juifs, et puis les Juifs, ils se sont retrouvés ceux qui se sont été montés du doigt par tout le monde, tu vois.
On espère que ça n'arrivera pas à ça, tu vois, comme tu dis, on espère que ça va être un psychodrame et que voilà, et que c'est pas. On va. Ouais, j'ai dit, ouais, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça, c'est parce qu'on n'a pas préparé. Donc voilà, ça me prendra les plus préparés, moi. On verra bien. C'est aussi parce que Yves, c'est lui qui garantit, tu vois, le sérieux, quand il est pas là, tu vois. Allez, on va essayer quand même. On va faire l'arbre ici, on va faire, et on va faire aussi. Ok, donc, tu vois, donc on est donc PEC, Dalet. Attends, il faut que j'envoie déjà le texte. Non, excuse-moi, j'ai même pas fait ça. J'arrive, je vais y arriver. Non, je sais pas. Moi, c'est sûr. Non, j'espère que tout va bien se passer de toute façon. Oui. Juste qu'on va attendre 2 secondes. Il faut que je fasse share screen 2 secondes. Je vais y arriver. Voilà, donc en fait, tu vois, c'est-à-dire. Donc ça, donc en fait, le Rambam il revient sur cette histoire attends, je vais essayer de zoomer. Si je zoome ici, ça fait rien. J'ai compris. Il faut que je revienne là-bas. Je vais zoomer comme ça, une seconde. Voilà. Donc voilà, donc en fait, je vais plus m'arrêter sur la Laha 3 et la Laha 4 que la Laha 3. Mais en fait, le plus bizarre, c'est que voilà, c'est que quand tu vas voir, c'est que le Rambam il lit les deux à la fois. En tous les cas, donc je lis la Laha 3. Dans la Laha 3, il dit Vechen Lokeach. Donc ainsi, il veut prendre une balai à Oumanuyot, ça veut dire de ceux qui ont des métiers. Ça veut dire voilà, Kol Mashiout Sarir, c'est-à-dire le roi, donc il veut prendre tous ceux dont il a besoin. Voici l'Obelarto, et on lui fait son travail, Benoten Scharan, et il leur donne leur salaire. Velokar Kol Abehemot Ve'avadim, Vashpachot, Nimlarto, et il prend tous les animaux et les esclaves, mâles et femelles, pour son travail. Benoten Scharan Odemen, et il leur donne ça veut dire, c'est-à-dire leur salaire ou leur argent. Voilà, donc, ok. Finalement, bon, ok, donc déjà, bon, ce qu'il a rajouté, c'est qu'il ne peut pas les faire travailler gratuit, mais il doit payer quand même. Parce que le verset dit, la harosh harisho, ça veut dire, il pourra prendre donc des gens, tout ça c'est dans Samuel, la fameuse paracha, donc encore une fois, où Samuel, il était en train il essaye de donner les prérogatives du roi pour leur faire peur, ou peu importe, pour que ça soit vraiment la constitution. En tous les cas, il leur dit, là-bas, il marquait la harosh harisho pour qu'il puisse, en fait, faire tu vois, ses sillons, de l'exor et siro, et pour pouvoir en fait récolter ses récoltes, de la sorte, et pour faire ses armes, ou et les ustensiles qu'il a besoin pour son char. Encore une fois, il dit, voilà, et vos esclaves, et vos servantes, et les meilleurs bachurim, il les prendra, et les ânes, il les prendra, il les mettra pour son travail. Donc tout ça, on peut dire, ok, on avait déjà parlé de ça, enfin, c'est plus ou moins explicite dans les versets là-bas de Shmuel, et je pense qu'il rajoute, c'est qu'il doit payer, on va dire, ok, ça on voit dans la Gemara avec les histoires de David, que en fait David aussi, il payait, ça explique aussi pourquoi dans l'histoire de Naboth, peut-être que c'est ça le problème. Tu vois, c'est pas évident, quoi. Enfin, tout ça, l'histoire, le seul point, à mon avis, tu vois, que dans le Rambam qui est pas explicite dans les versets, c'est l'histoire de qui doit payer leur argent. Tu vois, est-ce que ça, c'est pas très clair dans les versets? On a vu que Tosfot, il pensait qu'au contraire, il peut le prendre, mais que justement, dans la boîte, c'est comme il a voulu payer, c'était ça le problème. Bref, tu vois, mais j'ai pas envie de revenir sur tout ça parce que voilà, on a déjà vu 10 000 fois. Mais tu vois, pour moi, la Hadalet, elle est plus facile et elle est plus intéressante. Ça veut dire, elle a une portée plus universelle, on peut dire. Et donc, puisque là, il va parler donc de l'histoire de la pile Gesh. Et donc, voilà, ça, c'est un Rambam hyper connu parce qu'en fait, il a des ramifications, voilà. Donc, voilà, donc, c'est un truc facile à parler, quoi, parce que voilà, c'est ce que j'avais parlé aussi sur le cours des Agunot et tout ça. Donc, il dit, donc, dans la Lacha 4, il dit, Chen Loker, Mikol Gevul Israël. Donc, aussi, il veut prendre toutes les frontières d'Israël. Nashim ou Pilakshim. Donc, des femmes, a priori, c'est des femmes mariées, quoi, c'est des femmes. Est-ce que ça veut dire qu'il peut les marier contre son gré? On a l'impression comme ça, tu vois. Ou Pilakshim, mais ça veut dire, et des femmes aussi, ça veut dire des concubines, ça veut dire, Rachid, ça soit, le Rambam va expliquer lui-même de quoi il parle. Il dit, Nashim, Liktuva, Bekidushin. Ça veut dire des femmes avec Ketouva et Kiddushin. Et puis l'Akshim, c'est des femmes Belik Tuva ou Blo Kiddushin, des femmes qui prendraient sans Ketouva et sans Kiddushin. Donc, c'est-à-dire des femmes stam, comme ça, tu vois, ça veut dire. La Bilichud Bilvad, ça veut dire simplement en les désignant uniquement. Koneota, ça veut dire il acquiert. Ou Muteretlo, elle est permise pour lui. Aval à idiot, mais ça veut dire un type qui ne serait pas un roi, il n'aurait pas le droit de faire ça. Assoum et puis les Gesh, il n'a pas le droit de prendre une fille et de dire voilà, je vis avec toi et c'est bon.
Donc, lui dit, le Rambam, il dit, ça, c'est assourd, voilà, c'est assourd dans le Pilegesh. Et là, dans Maïvria, c'est la seule permissivité qu'il y aurait, en fait, pour, comment dire, ça veut dire pour un juif de se marier sans se marier, quoi. Ça serait d'avoir une esclave, non, une esclave juive, Maïvria, Bilvad, Achar Yehoud, et faire le mot Yehoud. Et faire la cérémonie du Yehoud, qui est simplement une désignation. Mais avec une femme qui ne serait pas une esclave, alors il n'y aurait pas vraiment, si tu veux, cette possibilité. Ok, et là, et le Rambam, il continue un truc assez étrange, tu vois. Et c'est donc ça, Rambam est vraiment étrange. À ce cas, il dit, mais donc ensuite, parce que la suite, il continue, il dit, Viesh lo reshut la'asot, il a la possibilité, il a le droit, la'asot à pilakshim, il peut faire les pilakshim, donc ses concubines, chez l'Okéar, qui prend, l'harmono pour son palais, tabachot, ça veut dire, tabar, c'est des cuisinières, on va dire, c'est celles qui font la cuisine, tu vois, c'est celles qui font voilà, je sais pas, les cuisinières. Au fait, ça serait des boulangères. Les hakachot, ça voudrait dire normalement des mots modernes, ça voudrait dire des pharmaciennes. Et je pense que ici, à l'époque, ça voulait dire plutôt tu vois, je sais pas exactement, tu vois, c'est faire des parfumeries, tu vois, je sais pas. Parce que à l'époque, tu vois, le hakachat, voilà. Et chez Neymar, parce que le verset dit, Ved benoterem, et vos filles, Yikar, il prendra les hakachot, ça veut dire comme, on va dire, pharmacienne ou bien parfumière, ou le tabarot, et comme ça veut dire comme cuisinière, ou l'ophode, et comme boulangère. Et donc, en fait, voilà, donc voilà, pour synthétiser, a priori, tu vois ce que le Rambam il veut dire, voilà, il dit trois choses. On a l'impression, premièrement, qu'il veut dire que le roi, il peut prendre des femmes de force, puisque s'il voulait simplement dire qu'il peut se marier avec n'importe quelle femme juive, si elle est d'accord, c'est n'importe quelle juive, c'est comme ça, tu vois. Donc quand il dit Vechel Loker, Mikol Goul Israël, Nashim ou Pilakshim, il prend de toutes les frontières d'Israël des femmes et des concubines, on a l'impression même contre leur volonté. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être d'accord en tous les cas. Et ensuite, et ça c'est un ridouche à part entière. Et après ça, il dit oui, donc ok, on va dire des femmes, on pourrait comprendre à la rigueur, on pourrait dire ok, ça veut dire tu es obligé de te marier avec le roi, j'en sais rien. Maintenant, des concubines, tu vois, c'est vraiment, ok, c'est plus difficile à comprendre parce que une concubine, comme il te dit, elle a ni ketouva ni kiddushin, c'est-à-dire grosso modo qu'elle a aucun droit, tu vois, c'est-à-dire en fait, tu vois, c'est comme si le mec il dit voilà, toi t'es ma meuf, allez hop, tu vois, et après il l'envoie balader quand il en a envie, tu vois, et en plus qu'on a vu. Elle est interdite. Ouais. Elle gagne de ne pas être interdite aux autres. C'est pas sûr, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait vu que sur la pile des Gesh, c'était toute une histoire, parce que c'est ça l'histoire qui s'est arrivée avec. Tu vois, alors tu vois, la page toute, c'est qu'elle est oui interdite, tu vois, et qu'on va bien, parce que tu vois, parce que tu vois, ça veut dire que oui, elle a bloqué après toute sa vie. C'est pas génial comme truc, tu vois. C'est pour ça, en fait, je sais pas si tu te rappelles quand on avait vu justement que cette Avishag Ashulamite, elle avait refusé d'avoir des relations avec David, justement, parce que tu vois, elle dit, c'est bizarre, tu vois, puisque selon ce qu'il dit, en fait, tu vois, on voit que David, grosso modo, c'est pas bizarre. C'est-à-dire, David, lui, il a pas voulu, il l'aurait proposé en tant que Pilegesh, elle a pas voulu, parce que lui, il avait déjà atteint son numéro 18 de femme. Donc, les Pilegesh, il pouvait en avoir. Mais elle, a priori, elle n'aurait pas voulu, selon ce que la Gemara semble décrire, et que tu vois qu'il lui a demandé de divorcer l'une de ses femmes, lui, il n'a pas voulu, et donc c'est resté comme ça. Mais on voit, a priori, tu vois, c'est-à-dire, a priori, si David, il aurait voulu vraiment, il aurait pu la forcer, selon l'Ambam, à être Pilegesh, quoi. Avec la chance que c'était un gentleman ou qu'il était plus vieux ou j'en sais rien, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, quoi, ça veut dire, et tu vois, c'est assez étrange, tu vois, pourquoi je dis pourquoi c'est étrange, parce que, en fait, tu vois, c'est que là-bas, la Gemara dit, encore une fois, tu vois, c'est la Gemara dit, regarde comment c'est difficile le divorce, parce que tu vois, David, on lui a permis de s'isoler avec une femme, ça veut dire, tu vois, puisqu'il était avec elle, etc., et on lui a pas permis de divorcer. Et, alors, a priori, si jamais, en fait, il pouvait la prendre en tant que pilégesh, tu vois, il n'y a pas vraiment de permissivité, tu vois, puisque voilà, elle était permise vraiment, tu vois, puis en plus, il peut même la forcer à être sa pilégesh. Donc, il n'y a pas vraiment, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire le roi a pris, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est cette histoire-là, puisque l'Agma explique quand elle explique parce que si je veux comprendre dans l'histoire, tu vois, peut-être on va rentrer après dans ça un peu, mais c'est-à-dire que quand tu regardes dans l'interdit qu'il y a entre de s'isoler avec une femme non mariée, en réalité, l'Agma, elle va tracer l'interdit de s'isoler avec une femme non mariée que à partir de l'histoire de Amnon et Tamar. C'est quand Amnon, il a violé Tamar, qu'en fait, ils ont mis cet interdit-là.
Et tu vois, donc c'est de l'époque, on va dire, de David, c'est de cette époque-là. Mais la Gemara dit en fait que David, il était vieux à cette époque-là, donc normalement, ça aurait dû être interdit pour lui de s'isoler avec Ishaq. Mais l'idée, à mon avis, c'est que tu vois, la Gemara dit, donc on lui a permis pour pas qu'il divorce, tu vois. C'est ce que la Gemara dit là-bas, tu vois, elle dit caché Itigoulo, on lui a permis grosso modo, comme je dis, que tu vas prendre de là, qu'en fait, tu peux permettre des choses à la règlement pour éviter un divorce. Tu vois, c'est un grand chidouche, tu vois, mais peu importe, mais c'est ce que la Gemara dit. Et tu vois, jusqu'à où tu vas, on n'en sait rien, tu vois. Mais tu vois, mais le truc, tu vois, c'est que et tu vois, c'est qu'en fait, a priori, si tout le problème du Yéhoud, c'est lié au problème du viol, et qu'un roi, tu vois, il peut prendre une femme contre son gré, tu vois, sans lui donner l'électorat de Kiddushin, je te demande vraiment comment est-ce qu'il peut même, tu vois, comment est-ce que le concept de viol est possible chez un roi, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est comme, je me rappelle quand j'avais écouté un truc de Soral qui disait, ouais, DSK, il a réussi à violer une prostituée, je sais pas comment est-ce qu'il a fait, tu vois, ça, tu vois, tu vois, c'est la même chose, on voit qu'est-ce qu'on a besoin de permettre, ça veut dire, je sais pas comment est-ce que le roi, il pourrait vraiment, tu vois, si, tu vois, il peut aller jusque-là, tu vois, ça veut dire, comment, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est un peu, tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois, mais tu vois, voilà, bref, tu vois, c'est une question, c'est pas une technicalité, tu vois, sur la question, je sais pas, c'est sûr que c'est une question à mon avis, tu vois, mais bon, mais enfin, pour revenir, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, a priori, il n'y aurait pas eu de permissivité à donner si jamais, à moins de dire, tu vois, de cette manière, mais on a vu, je pense que le Rambam, je pense pas que le Rambam, tu vois, oui, le Rambam, c'est pour ça que ça serait peut-être pas la preuve pourquoi le Rambam, lui, dans les 18, il avait dit la pilégage, ça fait partie des 18, quoi. Donc, pour lui, la pilégage, c'était pas une solution, donc lui, il pouvait pas justement avoir des relations avec elle, etc., quoi. Ça veut dire, ça serait une preuve selon le Rambam, en fait, pour expliquer toute cette histoire-là, il faut dire que la pilégage, ça fait partie des 18. C'est pas 18 plus les pilégage, on avait vu que c'était une marloquette et tout ça, etc. Ah, bon, ça, c'est une parenthèse, tu vois, mais peut-être que je vais revenir après dessus, mais grosso modo, parce qu'en tout cas, donc il dit, voilà, le roi, il veut prendre de force des femmes et se marier avec elles, et il leur fait les utiliser aussi comme pilegesh. Après ça, tu vois, ça veut dire, ensuite, après ça, il dit que, mais pour un juif normal, il ne peut pas faire ça. Et tu vois, et bizarrement, tu vois, il dit ensuite, oui, mais le seul truc pour un juif, c'est s'il a une esclave juive, il peut faire ça avec Yehud. Et après ça, tu vois, il dit, après ça, tu vois, il dit qu'il peut prendre les pilakshot, ça veut dire ces pilakshot pour faire voilà, des cuisinières, comment dire, des boulangères et des pharmaciennes ou des parfumeuses. Et tu te demandes, mais et c'est quoi sa preuve de tout ça? C'est surtout ça la vraie question. C'est qu'il dit, parce que dans le verset de Samuel, il est marqué, il prendra vos filles comme, si tu veux, comme parfumeuse ou comme pharmacienne, comme cuisinière ou comme, c'est-à-dire comme, tu vois, comme boulangère. Et le truc, c'est que tu vois, mais où est-ce que c'est marqué dans Samuel, quelque part, où tu le vois dans le monde, que tu peux les prendre comme pied tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est pire que tu vois que DSK, c'est pire que DSK, tu vois, c'est vraiment le mec complètement. C'est comment est-ce que le Rambam, tu vois, il peut déduire du fait qu'il y a marqué dans le verset qu'il peut prendre des filles comme, ça veut dire comme je sais pas, comme parfumeuse, comme cuisinière ou comme machin, comme bakers, comme boulangère, qu'il peut en faire des esclaves sexuels. Je veux dire, c'est complètement du tu vois, c'est d'où sort ça, là, tu vois. Et ça, c'est la vraie question, en fait, de tout ça, tu vois, c'est la vraie question. Et tu vois, une autre question même que j'avais pas pensé, c'est, tu vois, c'est qu'en réalité, c'est qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Ah oui, mais un juif, il peut aussi faire ça avec son esclave, tu vois, je sais pas, tu vois. Il y a l'histoire de Yehoud, ça veut dire qu'il peut faire Yehoud avec une esclave, et ça, c'est permis, tu vois. Et tu vois aussi pourquoi il ramène ça, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Et la vraie question, tu vois, c'est-à-dire, tout ça, donc, la vraie question, tu vois, qui se pose par derrière, ça veut dire, c'est ça, si tu veux, ça, c'est le Rambam ramène ici, c'est en fait, c'est pour un juif normal. Donc, il y a deux choses. Il y a la question, le truc de le faire de force. Et ça, tu vois, que ça veut dire, je sais pas de force, mais en tous les cas, sans demander le consentement explicite, etc., qu'on a l'impression. Et bon, ça, c'est un point, tu vois, que c'est une vraie question sur le Rambam, que les commentateurs, ils n'ont pas du tout parlé. Tu vois, ça, ils ont parlé, où est-ce que le Rambam, il sort ça, etc. Mais disons que ça serait, parce que si tu veux, quand tu fais les maths dans les versets, avant ça, tu vois, si tu veux, dans le texte de Samuel, je peux le mettre déjà, tu vois ici, tu vois ce qu'est la source du Rambam. Une seconde, hein, si j'arrive.
Le texte de Samuel est là, c'est rien que pour vous dire, tu vois, que c'est le Rambam lui-même, tu vois, qui utilise ça comme source. Et tu vois, donc dans le verset, tu vois là-bas dans le texte de Samuel, qu'est-ce qui a marqué, tu vois? Tu vois, Vayomer, donc si on prend depuis le début, quoi, de la paracha des trucs, c'est Vayomer Zeye Mishpat Amelech, donc ceci est la loi du roi ou ceci est la constitution, Hashanim Loch Alechem, qui régnera sur vous, et Benechem Ikar, il pourra prendre vos enfants. Tu vois, mais voilà, alors, Vessam Log Markavto, il les mettra comme, voilà, comme ceux qui vont conduire son char, le paracha sur ses généraux, et il va les utiliser comme généraux, verra sous les fenêtres Markavto, ils vont courir devant son char. Mais la Soumlo Saré à la fin, ils vont lui mettre des chefs de 1000, Saré Hamishim, des chefs de 50, mais la Roche Kagricho, et ça veut dire de labourer son champ, l'Exor Ketsiro, etc. Et donc, pour labourer, pour récolter, la saute clé Milchamto, clé Rebo, et pour faire, tu vois, donc, les ustensiles de sa guerre et de son char. Et après, il marque Benot Techem, Yikach, les Hakachot, le Tabachot, le Lofot. Et donc, les filles, il prendra, donc, ils ont traduit comme aussi comme parfumeuse, cuisinière et voilà, boulangère. Et voilà, et après ça, avec Sadotechem, et Techem, Atovinikach, donc, il donnera tu vois, vos champs à ses esclaves. Mais en tous les cas, il n'est pas question nulle part, en fait, si tu veux, tu vois, même après prendre les esclaves, etc., pour faire son travail. Mais et il va prendre un dixième, tu vois, il va prendre tu vois, voilà. Mais il n'est pas question nulle part de se marier ou de prendre des pilak shots ou de prendre si tu veux, tu vois, de quelque chose dans ce genre-là. Tu vois, je veux dire, on prend que c'est de force, mais tu vois, donc la vraie question, c'est d'où est-ce que le Rambam, il a sorti cette histoire-là, tu vois, de ce pasouk-là, il a sorti, tu vois, la source que le roi, il pourrait faire ça. Ça, c'est une vraie question. Et, bon, si tu veux, donc avant de commencer, tu vas peut-être pour essayer d'expliquer ça, peut-être tu vas de regarder, tu vois, d'où est-ce. C'est-à-dire, la question est de dire, en fait, pourquoi est-ce que pour un homme, on va pas parler, on va dire, de prendre de force, on va dire, ok, on va pas rentrer dans le sujet, mais en tous les cas, pourquoi est-ce que le Rambam pense qu'un homme, tu vois, il pourrait pas, juif normal, il pourrait pas vivre avec une femme, puisqu'il dit pour un idiote, c'est interdit. Tu vois, il dit pour un juif normal, c'est interdit de vivre avec une femme sans Choupa et Kiddushin, sans Kiddushin et que tout va. La question est de savoir, tu vois, pourquoi ça serait interdit, tu vois, d'où est l'interdit, etc., quel type d'interdit. Alors, tu vois, ça, c'est le Rambam dans les lois du roi du mariage, qui est très connu, tu vois, parce que tout ça, en fait, tu vois, c'est le Rambam, il est complètement isolé dans son point de vue. Mais tu vois, si tu veux, il dit, et je voilà, il dit, donc, ici, tu vois, ça, c'est le Rambam dans les lois du mariage, il commence les lois du mariage comme ça. Il dit, Kodem Matan Torah, donc avant le nom de la Torah, Aya Adam Pogea Isha Bashuk, donc un homme, il rencontrait une femme dans la rue. Emratsa ou Vei, si jamais les deux ils sont consentants, l'Issaota, il peut se marier avec, il peut se marier, donc de vivre avec elle. Quand Marnissa les Veto, il la rentre chez lui à la maison. Voilà, il a des relations avec elle. Beno le Venatzmo, ça veut dire voilà dans l'intimité. Betielo le Isha, et puis c'était suffisant pour que ce soit sa femme. Alors, il dit que Geman Shenit Torah, mais comme la Torah a été donnée, l'Istaou Israël, et les enfants d'Israël ils ont reçu une mitzvah, Shemir Seish Tisaïcha, que si un homme, il doit vraiment, il veut se marier avec une femme, il kne otat tekila, il fne edim, il doit donc l'acquérir d'abord devant deux témoins, Vahagartiel Leisha, et ensuite, après, elle devient sa femme, Shinema, Kikar Kishisha ou Vaelea, ça veut dire quand un homme prendra une femme et qu'il aura des relations avec elle, on va dire, ou qui vient vers elle, ou un peu comme ça. Maintenant, et après, le Rambam continue, il dit Velekouchin Elo Mitzvah Taseh Shel Torahem. Ok, c'est ce mariage, c'est la mitzvah de faire des kiddushin, ça serait une mitzvah positive de la Torah. Tu vois, et il dit, et voilà, mais bon, on va dire, Uvechad Mishoshat Varim Elo Eshaniknet, et la femme, elle peut être acquise de ces trois manières, de Kesef, au Bishtar, au Bebia. Ça, c'est la Mishnah, voilà, qui est très connue du kiddushin, avec de l'argent, avec un contrat, avec des relations, Bebia ou Bishtar, mais la Torah. Bia et Shtar, ça marche pour faire des kiddushin d'après la Torah. Ou Kesef, mais ça prime, mais les Kesef, ça marche que dans rabbinique. Ça, c'est un grand kiddush, on n'a pas à rentrer là-dedans. Mais les Korin, les mêmes, des crèmes kiddushin ou Sin Bekol Makom. Et ça, c'est ce qui est appelé dans la Torah kiddushin et Irusin dans tous les endroits. Mais ça, c'est une femme qui a réussi ces trois choses-là. Elle est appelée mariée et fiancée. Mais la Chagimel, c'est ça le plus important. Il dit, bon, bref, ça, c'est pas ça. Voilà, Dalet, bon, je lis quand même, tu vois, 5 pour lire depuis le début. Mais Kéon, Cheniknet Aïcha, Benassid, Mekudeshet, Alpi, Afalbi, Shiloni, voilà. Une fois qu'une femme, elle est Mekudeshet, même s'il n'y a pas eu de relation,
même si elle n'est pas rentrée dans la maison de son mari et qu'il n'y a pas eu encore la choupa, et donc elle est considérée comme mariée. Si quelqu'un a des relations avec quelqu'un d'autre, il est passible de peine de mort. Mais moi, ça, les garages, c'est Haget, et si jamais elle veut divorcer, il faut un guet. Mais c'est là où c'est le Rambam qui est le, tu vois, qui est le grand chidouche. Il dit là, il dit Kodem Matan Torah, dans la Racha Dalet, il dit Kodem Matan Torah, donc si avant le don de la Torah, Aya Adam Pogea Ish Bashuk, donc il revient sur l'histoire du marché de l'homme qui rencontre une femme dans le marché, il y a toujours Imra Tzahu Veli, donc là il donne un deuxième cas de figure, c'est les deux, ils sont d'accord, Noten Lasrara, donc là il peut la payer, ou voilà, et il a des relations avec elle, Alem Aderer, ça veut dire même sur le chemin, tu vas voir l'air, et il s'en va. Maison est écrate que des chats, et c'est ça ce qu'on appelle une prostituée, comme ça. Mais j'ai dit de la Torah, donc depuis que la Torah a été donnée, l'Esra que des chats, ça veut dire la prostituée est interdite. Je n'ai pas l'autre que des chats, l'autre que des chats, en Israël, il ne doit pas y avoir de prostituées parmi les femmes juives. OK? Donc, disons que jusque-là, tout va bien, on va dire. Et la suite, elle est en plus étonnante. Il dit, les filles, c'est pour cela, quand la voix Elisha, les Shem Znout, Velo Kiddushin, c'est tout celui qui a des relations avec une femme, les Shem Znout, ça, cette terminologie de les Shem Znout, elle est très difficile, on va la laisser comme ça en suspens. Velo Kiddushin, mais sans Kiddushin, Loke Minatora, ça veut dire, il reçoit, il a transgressé l'interdit de la Torah, il reçoit Malkout, il reçoit 39 coups de fouet, quoi, parce qu'il a transgressé l'interdit négatif de la Torah. Les filles chez Baal Kedesha parce qu'il a eu des relations avec une prostituée. Il veut dire, grosso modo, dans ce Rambam-là, et c'est ça ce qui fait référence chez nous dans les lois des rois, c'est l'avis du Rambam qui a un avis tout à fait minoritaire, très difficile à comprendre, donc on va essayer peut-être de comprendre plus maintenant, mais que lui, il pense en fait que toute relation hors mariage, c'est une relation avec une prostituée. Et voilà. Et parce que toute femme qui a des relations avec un homme sans se marier avec lui avant, c'est une prostituée, c'est ce qu'il dit, tu vois, voilà. Donc, c'est ce qui est marqué, il a rajouté les chaînes Znout. Il y a une contradiction parce qu'il dit plus haut que Bia, c'est une façon de se marier. Donc, pourquoi il ne dit pas que c'est qu'il épouse là? Ah, parce que là, si tu fais la Bia, devant deux témoins, les Shem Kiddushin, ça marche, tu vois, ça serait ça l'idée. Mais si tu as quelqu'un, il a simplement des relations comme ça veut dire sans avoir l'intention de se marier, tu vois, puisque c'est les Shem Znout, c'est pour ça, a priori, c'est ça ce que veut dire les Shem Znout, il veut dire, ils vont enlever les Shem Kiddushin, tu vois, ça veut dire que les Shem Kiddushin, a priori, ça marche, parce que voilà, ça marche, c'est un mariage en soi, mais ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, ok, ça veut dire, mais tu vois, ça veut dire, c'est un grand chidouche de Rambam, que lui veut dire, en fait, que toute relation hors mariage, c'est comme une relation avec une prostituée. Et tu vois, comment, tu vois, tout le monde va lui sauter dessus, mais si tu veux, l'idée, c'est ça ce qu'il ramène chez nous, tu vois, il veut dire, c'est pour ça qu'il dit le Hédiot, il est assourd. Ça veut dire un Hédiot, lui, il n'aurait pas le droit d'avoir une relation avec une femme, si tu veux. Tu vois, ça veut dire, voilà, si jamais il n'y a pas de Kiddushin, parce que c'est considéré comme une prostituée. Et tu vois, mais le roi, lui, il a le droit, tu vois. Et bon, c'est évidemment questionnable, tu vois, de dire comment est-ce que dire qu'une femme. Tu vois, c'est pour ça que la majorité des avis, ils discutent sur un Rambam, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que quand j'avais parlé sur le truc des Agunot, tu vois, j'avais parlé de tout ça, etc. Ouais, tu vois, mais tu vois, mais en tous les cas, nous, on s'en fiche, tu vois, on va dire, disons que le Rambam, il pense comme ça, il pense que toute relation hors mariage, c'est une relation avec une prostituée, et c'est interdit par la Torah. Alors, ça pose, tu vois, chez nous, ça pose une deuxième question, c'est-à-dire, si c'est un interdit de la Torah qui s'applique à tous les juifs, pourquoi le roi, lui, il aurait le droit d'avoir une relation avec une prostituée, tu vois? Ça veut dire, tu vois, c'est quand même, je veux dire, ça veut dire tout ça sort, tu vois, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire qu'il pense que c'est un mariage, quoi. Même Epilégué, c'est ce qu'il dit. En fait, s'il est compte dans les 18, c'est que c'est pas une relation stable, quoi. Ouais, un truc comme ça, mais comment ça se fait, tu vois, puisqu'il dit, tu vois, lui, il semble dire que s'il n'y a pas de, d'où ça sort, tu vois, surtout que le Rambam, il n'a aucune source, tu vois, c'est-à-dire que si la Torah te disait clairement, oui, le roi, il peut se marier, il a un statut spécial, il peut se marier, en fait, avec ça veut dire, avec une femme, il peut avoir une femme qui lui est, en fait, destinée, réservée, etc., comme Pilégesh, si c'était marqué quelque part, tu vois. L'idée, c'est que si jamais, en fait, tu pensais pas qu'il y a, pour un juif, normal, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Si tu pensais comme ça, tu vois. L'idée, ça serait ça, c'est, en fait, on va dire, pas de relation en mariage, pour un juif, ça serait que d'ordre rabbinique, on va dire, un truc comme ça, ce qui est la logique, ce qui est la vie, on va dire, et il y en a même qui pensent même ça, il n'y a pas, on va voir, tu vois, ça veut dire, mais disons qu'il y aurait un interdit. Donc, tu peux comprendre que c'est, on te dit que le roi, lui, peut avoir des pilakshot, parce qu'on voit dans tout le Tanakh que tous les rois, ils ont des pilakshot. Et en fait, donc ça veut dire que ça devait être permis.
Et voilà, les Chachamim, ils n'ont pas interdit pour lui. Et si, même s'il n'y a pas de source, tu vois, ok, bah, ok, c'est comme ça, tu vois, ils n'ont pas fait le décret, on le voit, c'est comme ça, on constate. Tu vois, sur un décret d'ordre rabbinique, tu n'as pas besoin de source. Tu peux dire, voilà, tu constates qu'ils n'ont pas décrété, c'est tout. Mais si tu penses, tu vois, comme lui veut dire qu'il y a l'interdit de la Torah d'avoir une relation avec une femme hors mariage, donc, tu vois, ça veut dire le roi, s'il a une exemption quelque part sur une mise de la Torah, ce qu'on retrouve nulle part, entre parenthèses, tu vois, ça veut dire, et que donc ça serait, il faudrait qu'il y ait une source quelque part. Tu vois, ça ne veut pas être simplement le verset dans Samuel qui dit, ah, il veut prendre des pharmaciennes, il veut prendre des boulangères. Ah, bah ouais, ça veut dire qu'il veut prendre des esclaves sexuels aussi. Tu vois, ça veut dire d'où tu sors. Tu vois, ça veut dire tu vois, comment tu peux faire sauter un interdit de la Torah out of the blue comme ça? Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, sans rien, en source, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est hyper bizarre. C'est pour ça que le Rambam, en réalité, il est hyper étonnant, tu vois. Tu vois, ça va, tu vois, ça va être questionné, etc. Ça veut dire, voilà. Non, tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, si tu veux regarder, tu vois, parmi les commentateurs, si tu veux, tu vois, beaucoup se sont posé la question, je sais pas, je peux regarder, je sais pas, je me rappelle même plus, tu vois, qu'est-ce que j'avais fait, dans quel ordre j'ai été, je pense que, tu vois, ça veut dire, enfin, je vais amener ici, par exemple, le Shuvat Arrivage. C'est bon. Tu vois, c'est-à-dire, euh, tu vois, ça veut dire, voilà, donc il dit comme, donc on va dire, ça c'est un commentateur parmi ceux qui se sont posés la question sur l'Arabam. Ici, tu vois, donc c'est le rivage, c'est un rivage algérien, c'était un des premiers Arabim qu'il y avait en Algérie, mais c'est vraiment à l'époque du 15e siècle, je crois. Tu vois, et donc c'était avant le Rav Yosef Karo, quoi, même avant, puisque le Rav Yosef Karo il le ramène. Donc c'est vraiment le début, tu vois, le début du 15e siècle, un peu comme ça. Donc il ramène toutes les questions, tu vois, on peut dire un truc comme ça. Il dit, Amna Mahal Shikata Varav, tu vois, donc, il dit, cependant, Hare Shekata Baravzal, j'imagine ce que le Rambam, il a dit, Sefer Shoftim, dans le livre des juges, donc c'est ce qu'on est en train d'étudier, Shapilegesh Velo Kiddushin, que le Pilegesh sans Kiddushin, voilà, donc, ok, qu'elle est permise au roi, Nire les datos, Shasu Haediot, Belav, de Kedesha. Ça veut dire, en fait, que cette même femme, si on fait le calcul, en fait, comme on vient de le regarder, tu vois, dans le Rambam, elle serait interdite, quand le Rambam, il dit, elle est interdite pour un juif normal qui n'est pas un roi, en fait, c'est interdit de la Torah, de là, comme de Kedesha, que c'est une prostituée. Shari Mechina Asma Lidia Velo Kiddushin, puisqu'elle se prépare à avoir des relations avec un type sans mariage. Donc, la question, donc voilà, si c'est une prostituée, pourquoi le roi lui va avoir des relations avec une prostituée? C'est affecté, surtout que c'est vrai. Donc, alors il dit, Veter Amelech Narton, Ireli. Donc voilà, donc il dit, le fait que ce soit permis pour le roi, selon le Rambam, donc lui, le Rivache, il essaye, tu vois, de répondre, il dit, Ireli, Shemitorat Moshe, Arvenulo Lamadnu. C'est-à-dire, on n'a pas en effet aucune source de la Torah de Moshe pour aborder ça. Ça veut dire, voilà, mais dit, mais toi, Shmuel Hanavi, là maintenant. Ça veut dire, c'est du passage de Shmuel Hanavi, on apprend, Shmima Shekatoub et Parashat Meler, du fait qu'il est marqué dans la parashat du roi, avec Benotechem Milkar. Ça veut dire, donc lui dit qu'il prendra vos filles, il dit, tu vois, donc je traduis ce qu'il dit, Vekevan Sheshkeshut la Melech Likach Nashim ou Pilakshim, Kirsono, mais je ne vois pas d'où est-ce qu'il voit ça dans le passage, tu vois. On a l'impression qu'il veut dire, il prendra vos filles, ça veut dire, il se mariera avec, je ne sais pas. En tout cas, il dit, Vekevan Sheshkeshut la Melech Likach Nashim ou Pilakshim, Kirsono, puisque le roi, il a le droit de prendre des femmes et des concubines selon sa volonté, Macha Yifkar, c'est lui qui choisit. Chacun Katou ve Paracha ou, comme c'est marqué dans la Paracha là-bas, alors c'est pas marqué, tu vois. Les zonas, ça veut dire donc qu'elle n'est pas considérée comme une prostituée, mais je lui disais, si jamais elle accepte les avances du roi. Parce que maintenant, ça devient la loi du gouvernement. Ça veut dire, grosso modo, lui, il veut dire que, je traduis la phrase, tu vois, ça fait partie maintenant, tu vois, des lois du roi, des ça veut dire des lois du gouvernement. Ça veut dire, et au contraire, si jamais en fait elle s'empêchait elle-même d'avoir des relations avec le roi, Aïta Osa chez l'Okadin.
Ça veut dire, elle ferait quelque chose, tu vois, qui est illégal. Donc, tu vois, ça veut dire, lui, on a l'impression qu'il veut dire, je sais pas, est-ce que, c'est très bizarre, tu vas lui veux dire un truc comme une chose qui se mord la queue, de dire que puisque, en fait, le roi, alors qu'on voit pas dans le passouk, mais disons que le roi, il pourrait faire ça, il va dire, puisque le roi, il peut prendre, on va dire, une cuisinière contre son gré. Donc, ça veut dire, en fait, en tous les cas, il peut se marier avec une femme contre son gré. Donc, ça veut dire qu'une femme, tu vois, elle n'a pas le droit de répondre à la négative. Tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'il veut dire ça. Ça veut dire, une femme, elle n'a pas le droit de répondre à la négative aux avances du roi. Donc, l'interdit, oh, une prostituée, c'est une prostituée c'est l'interdit de la prostituée, c'est parce qu'elle décide de se prostituer. Or, ici, elle n'a pas décidé de se prostituer. Elle a simplement répondu, tu vois, à ce que le roi, donc elle n'est pas prostituée. C'est compris? C'est ce que tu vois, c'est ce que lui veut dire. Il veut dire, tu vois, la prostituée, c'est la femme qui est d'accord d'avoir des relations en mariage. C'est ça ce qui la rend prostituée. Donc maintenant, ici, comme en fait, ça veut dire, elle est obligée, ça veut dire si elle est obligée d'accepter. Alors le roi, normalement, tu vas pas de preuve diverser, en fait, de dire que le roi, il peut l'obliger à avoir des relations sans mariage. Mais en tous les cas, ce que tu vois, lui, ce qu'il apprend, c'est que en se marier avec elle, il peut l'obliger. Ok, donc ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de dire non. Donc si elle n'a pas le droit de dire non, elle n'a pas vraiment décidé non plus, en fait. Donc, si jamais il lui demande d'avoir des relations hors mariage, elle n'a pas non plus le droit de dire non, quoi. C'est un peu bizarre, mais ouais, c'est un truc comme ça. Il veut dire, c'est tiré par les cheveux, hein, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut faire une logique comme ça. Il veut dire, puisque le roi peut se marier contre le gré de la femme, ok. Donc, je sais pas comment c'est, parce qu'il va un stretch, tu vois, de dire, parce que tu vois, ok, la Torah, dis donc que la Torah, elle dit que le roi, la femme, le type, il peut marier une femme contre son gré. Ça veut dire sans qu'elle dise oui. Je ne sais pas comment est-ce que lui, il va de dire, ah, ok, et le roi, il peut aussi demander à la femme d'avoir tu vois, ouais, ça veut dire, lui, veut dire, on apprend de là. Ah, voilà, grosso modo, ça veut dire, pour lui, la prérogative, c'est que la femme n'a pas le droit de dire non au roi. Une fois en fait, c'est ça la prérogative. C'est-à-dire, puisqu'elle ne peut pas lui dire non si jamais il dit cuisine pour moi, si tu fais soit fais-moi du pain ou un truc comme ça. Donc, elle peut dire non au roi. Donc, si le roi lui dit je veux que tu aies des relations avec moi, donc elle, en fait, elle n'a pas décidé d'avoir des relations avec lui. Elle est obligée de le faire. Donc, c'est pas une prostituée. Donc, c'est permis, quoi. C'est ça, c'est ça la logique. C'est ça, tu vois, tu vois, c'est tiré par les cheveux, tu vois. Alors que l'idée, c'est que, comme avec un mec, elle peut dire normal, elle peut dire non. Donc, si elle décide de dire oui, donc ça veut dire que c'est une prostituée, donc c'est interdit. C'est ça, c'est ça la logique selon Louis Vache, que moi je trouve ça quand même assez, tu vois, tiré par les cheveux et honnêtement même pas, tu vois, parce que tu vois pas. Le viol, oui, mais la prostitution, non. Non, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que comme, c'est ça l'idée, c'est un viol, tu vois, c'est comme j'avais vu, il y avait un film comique où il a trompé sa femme, il dit c'était presque un viol, c'était presque un viol. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà quoi, c'est un truc comme ça veut dire, à partir du moment où elle peut pas dire non, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, c'est comme elle peut pas dire non, mais c'est sûr, le stretch, il est que, tu vois, on voit pas qu'elle peut pas dire non si c'est hors mariage, tu vois. Mais lui, il veut dire, elle a l'idée, ça serait que quand elle veut pas dire non, s'il lui demande parce que tu vois, moi, ce qui me choque, c'est que voilà, on te dit, si jamais il l'oblige à cuisiner pour elle, par exemple, tu vois, ou à faire du pain ou faire de la pharmacie, tu vois, alors, ben, il y a marqué clairement dans la rade d'avant qu'il est obligé de payer le salaire. Il ne peut pas lui dire, tu fais de la pharmacie, je travaille pour moi gratos. Donc, pour moi, c'est évident que même si tu veux lui dire de là, qu'il peut lui dire, est-ce que d'obliger une femme à se marier avec lui, tu vois, l'idée, ça serait au moins de lui payer la et de lui donner le statut de femme mariée, tu vois, ça veut dire, comment tu stretches ça? Est-ce qu'il peut obliger une femme à dire, oh, tu vis avec moi en tant que concubine, tu vois, alors que dans toute la Torah, normalement, une concubine, c'est interdit, tu vois, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je comprends pas, tu vois, ça veut dire, la logique du rivage, elle est quand même très difficile, tu vois, tu vois, pour lui, on a l'impression qu'il y a une sorte de blank statement, ça veut dire, pour lui, je comprends, il faut vraiment, si tu veux, il faut vraiment utiliser le pouce droit, comme on dit, tu vois, dans les chinois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme ça veut dire, tu vois, ça veut dire, grosso modo, lui dit, ouais, en fait, le roi, tu dois écouter ce que le roi a dit. Ok, tu dois écouter ce que le roi a dit. Ok, maintenant, normalement, si jamais c'est pour travailler, il doit te payer un salaire. Maintenant, si jamais c'est pour se marier avec toi, c'est ça ce que ça veut dire. Normalement, ok, tu devrais demander, tu dois l'écouter que s'il te paye la ktuva et les kiddushin. Et maintenant, l'idée, c'est de dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a une mitzvah de mettre la ktuva et la kiddushin? Tu vois, c'est pas, ça veut dire, c'est pour que tu sois pas une prostituée.
Mais ici, comme tu veux pas dire non, donc t'es déjà pas une prostituée, donc il n'y a plus lieu de demander la Ketouba la Kiddushin, quoi. C'est ça l'idée, tu vois, c'est vraiment aller chercher dans l'histoire, tu vois, ça veut dire, en fait, la Ketouba la Kiddushin, c'est la différence qu'il y a entre travailler gratuitement pour le roi et se marier sans statut avec le roi, c'est qu'en fait, demander un salaire pour quand ton travail, et dire c'est bulletin dans ton travail. Ok, il ne veut pas t'obliger de travailler gratuitement, etc. Mais par contre, le statut de femme mariée de Ktuva et Kiddushin, c'est un truc, tu vois, c'est pas un salaire pour la relation ou quoi que ce soit, tu vois, c'est en fait, c'est une protection pour, que son Rambam, tu vois, parce qu'il lui a dit sans ça, c'est une prostituée, tu vois, qui est là, en fait, selon lui, pour te donner un statut que tu n'es pas une prostituée, quoi. Et donc maintenant, si jamais, et donc c'est là où est-ce qu'il sort, tu vois, c'est pour lui, c'est, ouais, la Ktuva et la Kiddushin, il faut faire la distinction entre les Kiddushin et la Ktuva, c'est pas quelque chose qui vient en compensation, en fait, que tu te maries avec quelqu'un. C'est quelque chose, tu vois, en fait, tu vois, si tu veux, c'est un statut annexe qui est nécessaire par la Lara, a priori, selon le Rambam, pour que tu ne deviennes pas une prostituée, tu vois. Et donc, lui veut dire, et comme, en fait, tu veux pas, et qu'est-ce qui fait de toi une prostituée? C'est que tu as dit oui alors que tu aurais pu dire non. Comme ici, tu veux pas dire non, donc en fait, il n'y a plus lieu de demander l'actuel qui déchire. C'est un truc comme ça, tu vois, c'est vraiment, c'est tiré par les cheveux, hein, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est vraiment tiré par les cheveux. Mais bon, c'est ça ce que lui dit, tu vois, c'est la seule manière, c'est-à-dire, au moins, si tu veux, ce qu'il a dans cette interprétation, c'est que, si tu veux, l'idée, c'est qu'il reste fidèle avec le texte des Maïmonides, puisque Maïmonide, il semble avoir vraiment, tu vois, c'est ça ce qui est vraiment bizarre dans cette halakha, avoir vraiment trouvé une source pour lui évidente de cette histoire-là des pharmaciennes des cuisinières, que tu vois, qu'on peut se marier, tu vois, qu'on peut faire une pilégage de force, tu vois, donc, et donc lui, il essaye, tu vois, tu vois, le truc de pas chercher, de pas alambiquer le truc, il dit, bah ouais, a priori, ça veut dire ça, tu veux pas, ce qu'il apprend ça veut dire que tu peux demander il est obligé de t'obliger à travailler pour toi, même si c'est pas gratuitement. Donc, ça, tu peux pas dire non au roi. Ok, tu veux pas dire non au roi. Donc, si tu demandes de te marier, tu peux dire non au roi. Maintenant, ok, pourquoi tu veux l'obliger, lui, et le roi, est-ce obligé de te payer une ktuva et des kiddushin? Pour que tu sois pas une prostituée, mais tu n'es pas une prostituée, puis tu peux pas dire non. Donc, voilà, donc, tu vois, c'est ça la logique. Tu vois, ok, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas si c'est tellement convaincant, tu vois, toute cette histoire, mais tu vois, ça veut dire, donc, ok, ouais, je vais quand même, il y a d'autres sources, tu vois, ça veut dire, mais si tu veux, voilà, une autre source, je vais regarder si tu vois dans les Tara de base, je vais essayer de remettre Tara de base. Je me, c'est bon. Donc, Tara de base, donc, le Rabbah, c'était encore une fois, c'était le Rav du Beth Yosef, c'est aussi de la même génération, plus ou moins. Le Rivache, peut-être un petit peu avant le Rav de base. Mais, non. Donc, c'est pour ça, tu vois, donc, si tu veux, donc, le Rav de base, lui, va venir sur un autre, ça veut dire on va dire un schéma plus facile, si tu veux, qui est un schéma plus facile, mais qui compte beaucoup moins bien dans les mots du Rambam. C'est-à-dire que lui, il va dire comme ça. Ça veut dire encore tout, parce que tout part, en fait, si tu veux, si tu veux, comment dire, de l'ambiguïté qu'il y a dans les lois, qu'on a vu dans la loi du mariage, quand le Rambam, il dit celui qui a des relations, les Shem Znout. Alors, le Shem Znout, tu vois, c'est ambigu comme terminologie. Ça peut vouloir dire, comme on a vu, ça vient simplement exclure les Shem Kiddushin. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait des relations pour se marier, ça enlèverait l'interdit parce que voilà, c'est la Torah qui dit que tu peux te marier en ayant des relations. Mais on peut sinon comprendre, tu vois, que a priori, c'est ce chemin-là qu'il a choisi, tu vois, le rivage, et c'est ce qui semble être le plus simple, on va dire, tu vois, le plus truc. Mais tu vois, ça veut dire, ce que le Ramban Nachmanide, qui est un commentateur, tu vois, plus ancien, quoi, lui veut dire que quand le Rambam il dit les Shem Znout, il veut pas dire exclure les Shem Kiddushin. Lui, il va faire une distinction. Il veut dire que Maïmonide, quand est-ce qu'il dit qu'il y a un interdit? Mais ça rentre très mal dans les mots de Maïmonide, mais c'est ce que lui, il va dire. Tu vois, lui, il veut dire quand, et lui, ça va être ça la doxa, quoi. C'est que Nachmanide, lui, va dire, en fait, que quand Maïmonide, il dit, quand quelqu'un a des relations avec une femme sans Kiddushin et sans Ktuva, c'est une prostituée. Lui, il dit non, c'est impossible que le Rambam il pense un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire c'est pas n'importe quelle femme qui a des relations en mariage, elle est sans mariage, elle est prostituée. Il dit non, il veut dire quand il dit les Shem Zout, ça veut dire vraiment les Shem Zout, ça veut dire
sans avoir aucune intention de vivre avec elle. Et donc là, donc si tu veux, donc Maïmonide, il va faire une distinction, il va dire, donc si tu veux, Narmanide, lui, va expliquer dans le, donc, donc, donc selon lui, je veux dire, je dis déjà, si tu veux, à l'oral, tu vois comment ça marche selon Narmanide, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que lui, il va dire, en fait, avoir des relations, vivre en concubinage avec une femme, en fait, lui, il veut dire que selon Maïmonide, sans Kiddushin et sans Ktuva, c'est pas interdit d'après la Torah, même selon Maïmonide. Et tout ce qui est interdit, c'est d'avoir des relations avec une femme sans avoir l'intention de vivre avec elle. On ne sait pas combien de temps, tu vois ce que je veux dire, ça aussi, ça reste très flou, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, ça veut dire qu'il y aura un interdit d'ordre rabbinique uniquement de vivre hors mariage. Ça veut dire vivre en concubinage sans Ktuva et Kiddushin. Et c'est cet interdit-là qui est dans le rabbinique qu'on fait sauter pour le roi. Et tu vois, tu vois, ça serait ça. Mais dans les mots de Maïmonide, ça rend très mal, tu vois. Mais au niveau technique, si tu veux, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Ça fait plus sens, on va dire. Mais c'est tout ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire. Donc, tu vois, donc ça veut dire, ça veut dire, voilà, donc je veux dire ça, tu vois, simplement, donc, voilà, ça c'est le Ramban, donc, tu vois, j'ai lu le Ramban, tu vois, qui dit ça, il dit, donc, lui dit, aval, histoire de Ramban, donc il veut dire comme ça. Je ne sais pas par où, parce que je me dis commence depuis le début, ça fait quand même beaucoup, mais dans ce cas, je vais remonter quand même un petit peu de ce que plus que j'ai là maintenant. Voilà, on va dire comme ça. Aval Bemi chez Meyached. Donc ça, c'est tu vois ta de base de 100, c'est Siman 1000, je sais pas quoi, 1296. Donc c'était le Shubhat Arrivage 384, 398, pardon. Donc, moi, je là, moi, ça, c'est merci à ma frère Canin. Ah ben, donc, ouais, donc, je vais donc, il dit, Aval Mishim Yachad Lo Isha. Donc, si jamais quelqu'un, par contre, se destinerait à une femme, nous Pilegesh, donc, c'est le cas, on va dire, de la Pilegesh normale, qui est en fait destinée à une seule personne. Lo Aire Acha. Donc, ça veut dire, c'est pas de ça dont il parle dans les lois du mariage, quand il disait que toute relation sans Kiddushin, c'est une relation avec une prostituée. Il dit, c'est pas de ça dont Maïmonide parle. Et là, Belchot Melachim, c'est de ça ce qui parle dans les lois des rois. Donc, la lacha qu'on vient d'étudier, qui fait une distinction entre un roi et un normal. Ven balolav velo malkut. Mais il dit, cette femme-là qui est destinée, qui est spécifiée, donc, tu vois, qui ne serait pas la prostituée, ça veut dire que, même il est d'accord, encore une fois, que quand il a dit que c'était un interdit de la Torah avec une prostituée, c'est que quand c'est derrière znout, ça veut dire les shem znout. Ça veut dire, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tous les cas, ça ne veut pas dire un concubinage fixe, tu vois. Ça veut dire, mais encore une fois, la définition de ça reste complètement, on ne sait pas, tu vois. Donc on dit ça serait, mais il y aurait donc c'est pas donc et donc ça et donc une vraie pilégesh en fait elle serait permise d'après la Torah même pour un type normal. Donc Shima était assour Minatora, voilà c'est comme il te dit la preuve. Si tu veux le rat de base, lui il n'accepte pas en fait ce raisonnement très alambiqué du Rivache. Il dit cette preuve, il dit si jamais c'était interdit par la Torah d'avoir des relations en mariage, Loa Etam Muteret Lemeler. Ça veut dire on ne pourrait pas la permettre au roi. On n'a jamais vu dans toute la Torah que le roi il a des permissivités par rapport à des lois de la Torah. Donc, ça veut dire, au moins qu'il y aura une source, tu vois, or, il n'y en a pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que lui dit que du fait que Maïmonide chez nous, il dit que pour un roi, c'est permis, on est obligé, tu vois, ça prouve, si tu veux, d'une manière mathématique, que l'interdit qu'il y aurait pour un type normal, c'est que dans le rabbinique, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça son truc. Avant l'histoire de Rabananika, ça veut dire, il n'y a qu'un interdit d'ordre rabbinique, où le gabé melech, on a si, et en ce qui concerne le roi et un prince, l'ogazrou, ils n'ont pas, ça veut dire ils n'ont pas fait de décret, ils n'ont pas interdit. Et alors, parce que la question pour lui, tu vois, donc là, c'est un truc que le Radbaz, il sort complètement out of the blue, tu vois, tu sais pas exactement d'où. C'est-à-dire parce que la question, elle dit, OK, si jamais, en fait, d'après la Torah, un homme, il peut avoir des relations hors mariage, c'est-à-dire qu'une femme vivant en concubinage, pourquoi les rabbins, ils auraient interdit, tu vois? Alors, lui, il dit, tu vois, logique, tu vois, c'est parce que, et là, complètement, tu vois, ça fait lui qui invente, tu vois, c'est un freestyle. Il dit parce qu'elle aura peur d'aller au mikvé quand elle est nida. Tu vois, et ça veut dire, lui, il veut dire que, mais pour le roi, elle n'aura pas peur d'y aller. Exactement, tu vois, c'est bien marqué, tu vois, je lis, je traduis, hein, c'est pour moi, c'est un peu, tu vois, c'est des trucs, c'est d'où il sort un truc pareil, tu vois. Mais par la suite, la cheval est très longue, il va lui-même se poser la question, tu vois. Mais dans le cas, c'est ça, parce que lui, il se demande pourquoi ça serait interdit, tu vois, ça veut dire la question, et pourquoi les haramim, ils auraient interdit, tu vois. Tu vois, ça veut dire, avant l'histoire de Rabbanan Ika, donc il y aurait un interdit rabbinique, donc Gabé Melech, on a un stylo Gazgou, en ce qui concerne le roi et le prince n'ont pas décrété, le peuple le décret, Dena Boucha Militvol, parce qu'elle n'aurait pas honte d'aller au migré. Aval Gabé Idiot, mais en ce qui concerne un juif normal,
Gazrou, ils ont fait un décret de Kevan de Boucha, Militbol, voilà, parce que comme elle a honte, ça veut dire elle a honte de vivre en concubinage, ça veut dire, tu vois, c'est honteux pour elle. Donc les familles Boucha, Militbol, c'est-à-dire socialement, elle aura honte d'aller au mikvé. Ça serait ça, ça serait pour ça, en fait. Donc, et comme l'interdit de Nida, c'est l'interdit de la Torah, tu vois, grave. Donc, en fait, ça serait ça ce qui dit que les Haramim, ils auraient été, tu vois, donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils auraient interdit. Mais évidemment, comme il dit, la question d'après, c'est d'où tu sors ce décret-là. Ça veut dire tous les décrets d'ordre rabbinique qui sont marqués dans l'Agma, on n'a pas le droit de rajouter des décrets qui sont pas marqués dans l'Agma. Alors, ce truc-là, tu vois, il est inconnu au bataillon, tu vois. Donc, il demande, donc, il dit, Vim Thomas, Meshikata Varam Banzal, Bodas Shuva, si tu vas poser maintenant sur Nachmanide, qui est écrit dans cette réponse-là, Shema Thomas, Minatora, Mouteret, si tu dis que d'après la Torah, donc une pilégage vivant en concubinage, ça serait permis, ou Midivrem ou des gazrou, et que c'est que d'ordre rabbinique que c'est interdit, le Kib Beze Makom ou Skehak Zorazo Bigmara, où est-ce qu'elle a été mentionnée, donc quelle serait la source de ce décret tout d'un coup qu'une femme elle a peur d'aller au mikvé, un truc qu'on n'a jamais vu, etc. Veizo Bedin, Nimnou Alea, quel est le Bedin qui aurait fait ce décret? Et quand est-ce que cette Mishnah, ça veut dire cette halakha, elle aurait été, tu vois, d'où est-ce qu'elle sort, tu vois, ça veut dire il faut qu'il y ait une source, c'est-à-dire, si tu veux pas, voilà, au Mitorkas, donc il dit qu'en fait c'est vrai, finalement, tu vois, ça veut dire, euh, donc, ça veut dire, finalement, tu vois, le Rav, je ne sais pas duquel parle, ça veut dire le Rav qui a interprété l'Achmanide, tu vois, qui était, il dit, en fait, de là, on voit qu'une pilégage, c'est permise, tu vois, c'est-à-dire lui dire, en fait, tout ce qu'il dit l'Achmanide, que ça d'ailleurs rabbinique, lui dit, en fait, tu vois, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas de source dans la Gemara. Tu vois, je me suis un histoire, j'ai pilégage mouteret, à Filoula et donc, tu vois, donc le Rav, donc, il a écrit la question au Rav de base, donc, il dit, en fait, lui dit carrément, voilà, en fait, c'est permis, c'est tout, il n'y a pas de problème, tu vois, contrairement à ce que Maïmonide dit. Bref, tu vois, après ça a dit Hot Katav, tu vois, ça veut dire, et ensuite il a écrit le Rav, donc je ne sais pas le Rav de quelle est question, je ne sais pas, tu vois, il faudra regarder, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, que même selon le Rambam, la pilégèche, elle n'est pas interdite pour un juif normal. Ou la tire la melech, אינם לאסור פילגש לאדיוט ולתיר למלך, אלא כך אמר כל הבואה לשם זנות בלא קידושין, לוקה בני שבע קדשה. Bref, tu vois, donc celui ce qui voudrait dire, en fait, ça veut dire que même pour un juif normal, en fait, ça serait permis. C'est ce que le Rav là-bas, tu vois, il dit, et en fait, tu vois, le Rav de base, il va dire, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Tu vois, si tu veux, je saute parce que tu vois, j'ai pas envie de refaire tout le calou, mais du coup, Mashikata Rav Zal, Mashikata Rambam, Bilchot Ishut, אין בו ספק, מה שכתב בהלכות מלכים הוא הזכיר שהוא היתר מיוחד למלך, c'est lorsqu'il a écrit, tu vois que c'est pas une permissivité spécifique au roi, כבודו של הרב במקום המונח, c'est-à-dire que ce que le Rav qui a dit ça, j'imagine c'est l'Achmanide qui a dit ça, on peut pas dire ça dans le Rambam, qui a ni badakti vekol asfarim yeshenim, parce que j'ai vu dans tous les anciens livres, Anim Saim po Mitzrayim, parce que le Rav c'était le Rav d'Égypte, il dit qu'en Égypte il a cherché tous les livres, tous les trucs du Rambam, très démarre où, et c'est puisque c'est l'endroit où le Rambam lui-même habitait, où Sefer Echad Mougé, et dans un livre, un manuscrit, on va dire, de Maïmonide, qu'on dit qu'il a été Mougash Shamwim, Yougab et Sefer Shiegia ou Baasmo, qui est un livre qui a été corrigé par Maïmonide lui-même, Shiou Begouch Khalav, qui est dans un endroit qui s'appelle Gouch Khalav, je ne sais pas où c'est, Adayam Azé jusqu'à aujourd'hui, où Koulam, et dans tous les textes du Rambam, Katoub Mouteret Lo, Aval l'Idiot, Assour, le Pilegesh. Ça veut dire, c'est marqué clairement que le Hédiot, il est interdit dans une pilégage. Donc, comment, tu vois, le Ramban, il a voulu dire que selon Maïmonide, en fait, le Hédiot, en fait, aussi, il est permis dans une pilégage, puisque, voilà, Bevada et Nostram, parce qu'on n'a pas vu de décret comme ça, tu vois, c'est dans le rabbinique. Et moi, tu vois, parce que je veux dire, moi, tu vois, à mon avis, moi, j'ai une réponse à ça, c'est que, en fait, on peut dire, tu vois, que tu vois ce que le Ramban, il veut dire, le roi, et c'est quand il dit le Hédiot, il a sous et pilégage. Ça veut dire le Hédiot, il n'a pas le droit d'avoir une pilégèche et la Bama Ivria, si ce n'est pas dans une esclave juive après l'avoir fait le Yihud. Ce que le Rambam il veut dire, il n'a pas le droit de prendre une pilégèche de force contre son gré, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux, dans le Rambam, tu vois, c'est ça, tu vois, je ne sais pas, tu vois, qu'est-ce que c'est, mais tu vois, moi, je comprends qu'en fait, il n'y a pas de preuve réellement du Rambam qu'il interdit, bien qu'il dit clairement que tu vois, il dit une pilégèche, elle est sourde après la Torah. Mais c'est souvent, tu vois, c'est ça.
Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça, c'est le retour de Rachel. Ouais, tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu vois, si tu veux reprendre le texte du Rambam, si tu vois ce que je veux dire, regarde, parce que donc, tu vois, ce Rav lui dit, en fait, pour reprendre encore une fois, le Rav, je pense que c'est Nachmanide, lui, il dit, en fait, donc lui, il comprend pas, lui, il pense que c'est impossible qu'il y ait un interdit de la Torah sur une Pilegesh et qu'on l'aurait permis, en fait, à un roi. Donc, lui, il dit, en réalité, la permissivité, ça veut dire, l'interdit dont Maïmonide parle sur la relation en mariage, c'est si jamais, en fait, c'est les Shem Znout, ça veut dire qu'il n'y a aucune volonté de vivre avec elle après. Mais sinon, c'est que d'ordre rabbinique. Après ça, il demande, mais quel est un décret d'ordre rabbinique? Alors lui dit finalement, à la fin, il arrive à dire, euh, finalement, comme on n'a aucune source, même d'ordre rabbinique, c'est permis. Et il dit, en fait, quand Maïmonide dit que c'est permis pour un roi, il veut dire, en fait, c'est permis même pour n'importe quel juif. La question, elle est que dans le texte de Maïmonide original, il y a marqué clairement que c'est une permissivité uniquement pour le roi. Donc lui, c'est ce que le Radbaz, il demande, il dit, mais comment le Ramban, il a pu dire, en fait, que sur Maïmonide, même une Pilegesh, elle est permise même pour un juif normal. Et puisque tu vois, puisqu'on n'a pas de source pour interdire grosso modo, puisqu'on ne peut pas faire des nouveaux décrets, etc. Et ce que je veux dire, tu vois, c'est que si tu regardes dans le texte de Maïmonide, tu peux voir, je vais le remettre, et tu vois qu'en fait, il n'y a pas de preuve. Parce que, tu vois, parce que qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? Tu vois, là, j'ai commis, tu vois, dans le texte, tu vois, de Maïmonide, il dit, ça veut dire, il peut prendre, tu vois, de toute la frontière d'Israël, des femmes et des concubines. Nashim Biktuva, ça veut dire des femmes avec une Kituva, ou Bilakshim Velo Ktuva, et des Bilakshim sans Kituva ou Velo Kidushin. Et là, Biyichud Bilvad, simplement, tu vois, la destinant uniquement, Koneota, Muteretlo, elle est permise pour lui. Aval Idiot, mais un juif normal, un sourd de Pilegesh, il est interdit d'avoir une Pilegesh. Et là, Maïbouya, si ce n'est dans une esclave juive, il va uniquement à Har après avoir fait le Yehud. Donc, tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire ce que tu peux très bien expliquer dans le Rambam, c'est que le Rambam, il ne parle pas de l'interdit de la pilégèche pour soi, il parle de la pilégèche de force, tu comprends? Puisqu'il dit, c'est quand tu regardes l'histoire, c'est que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, le roi, il peut prendre des femmes de force dans toute la frontière d'Israël et des pilachim, etc. Et après, il dit, pour un idiote, c'est interdit, mais si ce n'est avec une esclave. Tu vois, donc ça veut dire, après Yehud, ça veut dire qu'avec une esclave, un juif, en fait, il peut faire une pilégèche, il peut vivre avec l'esclave de force, ça veut dire, elle est obligée de dire oui. Tu vois, ça veut dire après le Yehud. Et c'est ce que ça veut dire, tu vois, mais ça veut pas. En fait, je comprends. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Je pense que Nachmanide, il veut dire, en fait, la pilégèche, en fait, elle est permise across the board. Ça veut dire, elle est permise complètement. Il n'y a pas d'interdit rabbinique, elle est permise pour tout le monde. Et c'est ce qu'on a permis, ce que le Rambam il dit sur le roi que c'est permis, etc., alors qu'il n'a aucune source, puisqu'en fait, toute sa source, c'est de dire qu'il peut prendre puisqu'on voit bien, ça veut dire qu'il peut prendre des femmes, tu vois, ça veut dire comment dire, des cuisinières, des machins, etc. On ne parle pas, en fait, tu vois, de pilégèche. Et ce qui veut dire, donc, ce que lui veut dire, c'est que Maïmonide y pense, en fait, il n'y a aucun interdit réellement sur la pilégèche, parce que pourquoi il n'y en a rien, tu vois, grosso modo, puisqu'il n'y a pas de prostitution, il n'y a rien, puisque, voilà, en fait, tu vois, c'est une sorte de concubinage. Mais nous, le problème, c'est comment est-ce qu'il peut le faire de force? Tu vois, et sur sa Maïmonide, il dit, du fait qu'en fait, on voit qu'il veut il peut obliger quelqu'un à cuisiner pour lui, il peut obliger une femme à truquer, donc il peut obliger aussi une femme à se marier avec lui, ou obliger une femme d'être pilégèche avec lui. Et sur ça, il dit, mais un juif normal, il n'aurait pas le droit de forcer une femme, évidemment, à vivre avec lui, sauf si c'est son esclave, tu vois, si ce n'est la Maïbria, tu vois. Et pour moi, c'est ce que l'Arabie veut dire, parce que sinon, qu'est-ce qui ramène l'histoire de l'esclave, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça me choquait, tu vois, quel rapport, tu vois, pourquoi est-ce que Maïmonide, il a besoin de dire, oui, mais avec un autre juif, c'est permis si jamais, en fait, tu vois, il a si jamais c'est son esclave. Oui. Et 2 secondes. 2 secondes. Donc, tu vois, voilà, tu vois, à mon avis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuve. Donc, voilà, en tout cas, tu vois, c'est-à-dire, moi, je comprends, tu vois, ce que Nachmanidi veut dire, ça veut dire, je vois pas, tu vois, c'est-à-dire, je pense qu'on peut, c'est-à-dire, ce qu'il dit, le Radbaz, tu vois, pour dire qu'on voit que Maïmonide dit clairement qu'une pilégèche est interdite pour un juif normal, c'est pas à 100% prouvé, tu vois, c'est-à-dire que, c'est parce que Maïmonide, il a mélangé deux choses, et le fait qu'on peut la prendre de force, et le fait qu'elle est permise. Et en fait, ce qu'on peut dire que ce que Maïmonide dit que pour un non-juif, pour un juif normal, elle est permise, ça veut dire de force. Elle n'est pas permise, c'est de force. Et c'est pour ça qu'il a cité après le cas de l'esclave juif en disant, oui, mais avec son esclave, en fait, il peut faire Yehud de force, tu vois. Et c'est pas ce qu'il parle. Il parle pas du cas où c'est volontaire, où c'est truc.
En tous les cas, tu vois, donc, en tous les cas, lui, le rabbin, il n'a pas compris comme ça. Et donc, lui, il continue à dire, tu vois, que ça serait un interdit d'ordre rabbinique. Donc, lui, il dit, mais où est-ce qu'il est interdit d'ordre rabbinique? Puisque, tu vois, alors que ça rentre très mal dans le Maïmonide, il me dit, tu vois, ok, donc il dit, ok, le second, bref, tu vois. Donc, il dit d'où ça serait l'interdit, en fait, donc, depuis les gèches. Puisque, tu vois, il se dit, voilà, si c'est un interdit, a priori, parce qu'elle ne va pas aller au mikvé, on n'a jamais vu un truc comme ça. Donc, il n'y aurait aucune source, tu vois, aller en Beddin et quoi. Donc, lui, il veut dire qu'on est obligé de dire la seule source qu'on pourrait trouver, ça serait de dire, Arvani Lomar, c'est le cas d'Exertichud Apnouyahi. Ça veut dire que quand les Haramim, ils ont interdit de s'isoler avec une femme, ça veut dire, comment dire, célibataire, ça serait dans ce xéra-là, ça voudrait dire aussi de ne pas avoir des relations consentantes avec une femme et de vivre en concubinage. Mais tu vois, c'est tiré par les cheveux là aussi, parce que clairement, le Yichud Zafnoya, il a été clairement fait à cause du viol, tu vois, c'est-à-dire le cas de Tamar et, tu vois, ça veut dire Tamar et je sais pas quoi, là, Amnon et Tamar, en fait, c'était un viol, tu vois, et l'Agma dit clairement que c'est à cause de ça ils ont fait le décret de pas s'isoler avec une femme célibataire. Mais en tout cas, lui, il veut dire que non. Lui, il veut dire que quand ils ont fait le décret de ne pas s'isoler avec une femme célibataire, sinon il y a beau aller à... Ouais, si je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire... Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est quand tu regardes l'histoire de Tamar, ça veut dire, tu vois, c'est parce que c'est sûr que tu vas dire, quand le mec il va dire à la meuf, ok, il va avoir des relations avec elle, soi-disant pour vivre avec elle, tu vois ce que je veux dire? Entre le viol et ça, en fait, ça devient, tu vois, la frontière, elle est, on va dire, elle est ténue, quoi. Tu vois, ça serait un truc comme ça, tu vois, c'est un truc comme ça. J'arrête d'exercer du coup de Pnouya, donc lui dit, puisque le but de l'interdit d'avoir des relations, de s'isoler avec une femme célibataire, Ishelo Yavo Alea, et c'est pour qu'il n'ait pas de relation avec elle. Oui, mais des relations forcées, tu vois, lui, il voit ça, tu vois, ça veut dire, lui en fait, il fait pas cette distinction. Ventam l'hommage et Gazwa l'Ihoud Abnouya Bemikre, il n'y aurait pas de raison de dire que ça soit interdit de s'isoler avec une femme célibataire, ça veut dire d'une manière occasionnelle, comme ça s'est passé dans le cas d'Amnon, Velo Gazwa l'Ihoud Bnouya, c'est-à-dire, et qu'on n'ait pas fait un décret de vivre avec une femme ou de s'isoler avec une femme célibataire quand on vit avec elle d'une manière permanente. Donc, c'est ça, tu vois ce qu'il veut dire. Il veut dire que donc, ça fait ça l'interdit, ça fait ça la source de l'interdit. Donc, lui, grosso modo, tu vois, mais tout ça, c'est très difficile, tu vois. Ça veut dire, lui, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, ça veut dire, tu vois, c'est une troisième interprétation dans Maïmonide qui est, en fait, qui fait le plus sens, mais qui entre le moins dans les mots. C'est, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, pour summarize, tu vois, je veux dire, dans cette histoire de Maïmonide, dans les lois de la pilégage par rapport au roi, etc., si tu veux, on a vu trois avis. Ça veut dire, il y a le premier avis, si tu veux, qui est l'avis le plus puriste en réalité, si on veut être fidèle au langage de Maïmonide, mais qui est le plus, on va dire, tiré par les cheveux pour expliquer de manière théorique, c'est l'avis du Rivache. C'est-à-dire que le Rivache, il dit en réalité, en fait, toute relation hors mariage, en fait, c'est de la prostitution, comme Maïmonide, il semble le dire réellement dans les lois du mariage. Maintenant, comment est-ce qu'on peut permettre ça au roi alors qu'il n'y a aucune source, etc. Et là, pour lui, c'est là aussi avec tout son calcul, c'est que comme tu ne peux pas dire non au roi, donc tu n'es pas une prostituée, donc c'est permis, tu vois. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, tu vois, c'est l'interprétation de Nachmanide, que lui veut dire, non, en fait, comme Maïmonide, il a dit que, en fait, d'avoir des relations au mariage, c'est de la prostitution. Et il a dit les Shem Znout, c'est parle pas de quelqu'un qui veut vivre en concubinage avec une femme et que, si tu veux, il se réserve à elle, enfin, de quelqu'un se réserve à lui, et que voilà, quoi, qu'ils vivent ensemble. Lui, il parle, en fait, donc, d'une relation qui serait simplement comme ça, tu vois, occasionnelle, etc. Donc lui, il dit, selon ça, alors comment ça fonctionnerait, tu vois, alors ça veut dire, pourtant, tu vois, donc la pilégage, grosso modo, anarchiquement, même selon Maïmonide, elle ne poserait pas vraiment de problème, même dans le rabbinique, on va dire. La question, elle est de dire, alors comment ça se fait que Maïmonide, chez nous, il a dit que la pilégage, elle est permise au roi et elle interdite à un juif normal? Tu vois, alors sur ça, il faut dire, comme moi j'ai dit, ça veut dire que alors Maïmonide, il n'est pas en train de permettre, il est en train de parler du fait qu'on peut forcer une pilégage. Ça veut dire que, en fait, un juif normal aussi peut avoir une pilégage, mais il ne peut pas la forcer, que si c'est son esclave. Et c'est ça ce que Maïmonide veut dire. Par contre, tu vois, un roi, lui, il peut forcer une femme à être sa pilégage et une femme à être sa femme, etc. Il ne peut pas dire non. Et sa preuve, elle serait justement de là. Là, on comprend aussi
pourquoi est-ce qu'il amène une preuve de Samuel en disant si une femme elle est obligée de dire oui pour cuisiner et pour, je sais pas quoi, et faire le pain, en fait, elle est obligée de dire oui si tu lui proposes le mariage et si tu lui proposes d'être pilégèche, elle n'a pas le droit de dire non. Mais l'idée, c'est qu'ici, ça prend sens parce que voilà, comme un autre juif aussi. Un autre juif, en fait, le pilégèche en soi, le statut de pilégèche, c'est un statut universel pour tous les juifs. Voilà, sauf qu'avec un autre juif, elle peut dire non, avec le roi, elle ne peut pas dire non, comme avec le mariage, quoi. Est-ce que Maïmonide dit que pour un idiote, ça veut dire que pour un juif normal, il n'y a pas de pilégèche, ça veut dire qu'il n'y a pas de pilégèche forcé, il ne peut pas forcer une femme avec sa pilégèche si c'est avec son esclave. Ça, c'est l'avis de Nachmani. Et le troisième avis, tu vois, c'est l'avis du Radbaz, tu vois, lui-même, que lui dit un truc, tu vois, qui est le plus, on va dire, qui est le plus sens dans la halakha, mais qui entre très mal dans ce que Maïmonide dit, c'est que lui veut dire, en fait, la pilégèche, encore, il est d'accord sur le premier principe de Nachmani, de dire que, en fait, c'est pas toutes les relations en mariage qui sont de la prostitution. Il dit, en fait, ça veut dire, en fait, quand Maïmonide il dit que c'est de la prostitution, c'est que c'est l'Echem Znout, il est d'accord de travailler sur l'ambiguïté du l'Echem Znout, comme n'étant pas simplement excluant de l'Echem Kiddushin, mais voulant dire sans avoir une volonté de vivre ensemble, quoi. Et encore ce qui est très flou, mais bon, peu importe. Mais il dit, en fait, on voit bien que Maïmonide chez nous, il dit que la pilégèche est interdit à un idiote. Et donc, ça veut dire, mais il dit, c'est sûr que ça ne veut pas être interdit de la Torah, puisque on ne permettrait pas l'interdit de la Torah pour un roi sans source. Donc, c'est interdit rabbinique. La question est, mais quel est cet interdit rabbinique? Et alors, c'est pour ça qu'il répond, ah oui, c'est interdit rabbinique parce que on voit, c'est un peu difficile, ça veut dire, on voit que la Torah, elle a interdit, les Chachamim, ils ont interdit de s'isoler avec une femme de peur qu'il la viole. Et grosso modo, pour lui, l'idée, c'est que la frontière, ça on le voit aujourd'hui vraiment, tu vois, avec tous les problèmes qu'il y a chez les goïms avec ça, la frontière entre le viol et le consentement, elle n'est pas, tu vois, ça veut dire, elle n'est pas très claire, elle est floue. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on aurait interdit dans Dominique toute relation hors mariage, ça veut dire tout concubinage, puisque la femme, elle dit qu'elle est d'accord, mais qui dit qu'elle est d'accord, ou un truc comme ça, tu vois, et ça veut dire, pour couper court à tous les, tu vois, tous les, si tu veux, voilà, à toutes les histoires qu'il peut y avoir. Donc, on dit, voilà, il faut un mariage et c'est tout. Et après, c'est régi par les lois du mariage et c'est Shalom Israël, quoi. Mais ça serait ça l'interdit. Ça veut dire, en fait, l'idée, ça serait que un concubinage, c'est interdit rabbinique de peur à ce que ça devienne un viol. Et qu'en fait, pour le roi, ça serait pas, il y aurait pas de, ça serait permis puisqu'en fait, le roi, lui, en fait, comme il a, on peut pas lui dire non, donc il n'y a pas de viol, quoi. Ouais, donc ça, c'est ça les trois avis. En fait, tu vois que mon avis, tu vois, ça veut dire, a priori, l'explication du Rambam, je suppose qu'il y en a d'autres, tu vois, mais c'est là où la préparation, elle s'est arrêtée, tu vois. Et, voilà, mais je vais simplement encore, simplement dire, tu vois, citer quand même un dernier truc, tu vois, si jamais je ne l'ai pas enlevé, tu vois, c'est Rabbeinu Yonah que lui dit un truc aussi peut-être un peu plus terre à terre. Ça veut dire, que, tu vois, c'est que, ce qu'il veut dire, c'est que lui veut dire comme ça. Ça, c'est le Rabbeinu Yonah, donc il y a un auteur contemporain de Maïmonide. Tu vois, donc il ne vient pas lui expliquer Maïmonide. Mais lui, le cas, lui, il est d'accord. Enfin, sur l'interdit de la pilégèche, lui, on va dire que lui va dire que ça serait d'accord, mais lui, il veut dire qu'en fait, le problème, c'est technique. C'est que si jamais, en fait, il n'y a pas de pénalisation sur l'infidélité, si la pilégèche, donc tu vois, on peut assumer que l'infidélité existera. Et donc, tu vois, puisqu'en fait, si tu veux, Dieu lui veut dire que c'est ça le problème de la pilégèche, c'est que pour lui, en fait, ce que son idée, ce que veut dire, en fait, la pilégèche, c'est même pas la peine de dire qu'il y a un décret d'ordre rabbinique que c'est interdit. Ce qui est interdit, en fait, ça serait d'avoir, si tu veux, ce qui veut dire, lui, ce qui veut dire comme ça, c'est, parce que tu pourrais dire, voilà, l'infidélité, ça commence que s'il y a du mariage. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'infidélité. Tu vois, lui, si tu veux, je vais expliquer, si tu veux, tu peux regarder, si tu veux, avant de cette introduction, on va faire ce qu'il dit Rabbeinu Yonah, mais ça veut dire, tu peux regarder la fidélité de deux manières. Ça peut dire, en fait, voilà, si jamais il y a un mariage et que la femme, tu vois, elle trompe son mari, etc. Donc voilà, ça c'est de l'infidélité, etc. Machin, voilà. Mais si quelqu'un n'est pas marié, il vit en concubinage avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'infidélité possible puisqu'il n'y a pas de mariage, tu vois. Tu peux regarder ça comme ça. Lui, tu vois, lui dit que c'est pas, lui dit qu'on voit que non. Ça veut dire, il a raison dans un sens. On voit que tout l'interdit en fait de l'infidélité généralement dans la Torah, il part du fait qu'on veut être capable de retracer en fait le lignage paternel, quoi. Et tu vois, comme l'Agma le dit, comme moi je l'ai déjà dit avec l'histoire tu vois, d'Adam et Ève,
non, Ève, tu vois, elle pouvait se marier avec plusieurs, elle avait des relations avec les serpents parce que tant qu'il n'y avait pas 9 mois entre l'accouchement et la conception, on savait qui était le père, donc il n'y a pas de problème. Et tu vois, et l'idée, tu vois, c'est que donc lui ici, c'est ça l'interdit à la base, la source de l'interdit, tu vois, tu vois, ça veut dire de l'infidélité dans la Torah, etc., du Hayav Mita sur la relation avec une femme mariée. Donc lui dit en fait, si tu fais un statut de Pilegesh, il dit que le problème, c'est que voilà, la femme, elle va être infidèle. Et donc, en fait, tu n'auras pas résolu ton problème de filiation, quoi. Et donc lui, c'est pour ça que lui dit que donc, pour lui, c'est évident que la Torah, en fait, elle interdit, ou interdit, d'après la Torah, je ne sais pas s'il va dire qu'il y aurait un lave, tu vois, j'en sais rien, tu vois ce qu'il veut dire. Tu vois, mais il dit, en tout cas, c'est clair que ça veut dire que ça serait un truc qui sort de l'esprit clair de la Torah, que le concubinage, il est interdit. Parce qu'en fait, tu vois, on voit bien que la Torah, elle a voulu qu'il y ait un retracement du lignage paternel. Et si on permet le concubinage, en fait, techniquement, on ne sera pas capable, quoi. Ça veut dire parce que il faut enforcer la loi pour que, si une femme mariée, elle a des relations en mariage, là, elle est passible de peine de mort, donc on peut dire, ah, sûrement, elle va être fidèle parce qu'elle a peur de la pénition. Mais dans un cas où il n'y aura rien pour renforcer tu vois, le contrat, il n'y a aucune raison de penser qu'ils vont être fidèles, quoi. Ça, c'est son départ. Et donc, il dit, après ça, il dit, maintenant, on comprend pourquoi pour le roi, c'est permis, parce que une femme, tu vois, d'abord, personne ne voudra de prendre à Loïs, tu vois, de faire de relation avec elle, tu vois, ni elle-même non plus, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin, tu vois, c'est-à-dire de facto, c'est ça, pour lui, c'est-à-dire pour Abenouéna, c'est un truc comme ça, c'est-à-dire, c'est pas besoin d'aller chercher des sources, tu vois, c'est-à-dire des versets pour permettre d'interdire. Pour lui, c'est, ok, la vie des Gesh est interdite parce que on voit dans tous les trucs de la Torah d'une manière générale que la Torah, elle veut qu'il y ait un lignage, elle veut qu'il y ait une famille du père paternel, etc., que les gens ils soient miyuchasim à leur père, si tu veux, qu'il y ait un yukous paternel. Ce yukous paternel, hors mariage, il est très douteux, tu vois, il est même, tu vois, selon lui, tu vois, un peu probable, quoi, voilà, on va dire. Donc, c'est sûr que la Torah, en fait, d'une certaine manière, elle interdit le concubinage sans que ça soit marqué clairement dans la Torah. Tu vois, il ne va pas jusqu'à Maïmoïse, c'est comme avoir une relation avec une prostituée. Mais il dit, c'est simplement, on voit bien que la Torah, elle est contre, tu vois, ça veut dire d'une manière générale. Et c'est ça ce qui voudrait dire que ça serait interdit de la Torah sans que ça soit un interdit négatif explicite. Il veut dire, tu vois, mais par contre, dans le roi, ça ne s'appliquerait pas. Donc, ça expliquait pourquoi Maïmonide, il veut le permettre dans le roi sans source, parce que c'est simplement un truc technique. Personne ne va tromper, ne va coucher avec la vilégation. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça, tu vois, que Maïmonide, ça, c'est donc une quatrième explication, si on veut, tu vois. Donc, tu vois, dans Maïmonide, donc, dans Benoît, je veux le lire dans les mots, dans Sharet Shuvah, il dit, donc, il dit, Al techale bitra lasnota. Parce qu'il dit, il aborde le verset lui-même, il dit que quand la Torah parle interdit de la prostitution, c'est quoi le problème? C'est pas qu'en fait on veut stigmatiser la sexualité, c'est parce que le verset il dit velotizne aretz ou mala aretz zima. C'est pour ne pas faire que la terre elle est du znout. C'est intéressant, simplement le verset lui-même, l'interprétation du verset elle est super intéressante parce que donc tout ça c'est le verset qui dit ça. Ça veut dire ne profane pas ta fille de la rendre en la faisant prostituer. Velotizne aretz pour pas que la terre, elle devienne prostituée. La terre, bizarrement, ce qui veut dire, donc c'est bizarre qu'elle a un rapport avec la terre qui devient prostituée, mais c'est pourtant ce que le verset dit. Mala arrête zima, et la terre, elle sera remplie de zima, ça veut dire de prostitution, tu vois, de quelque chose comme ça, tu vois. Alors, on ne comprend pas quel rapport avec la terre, en fait, et c'est là son problème. Donc, lui, il veut dire, qui va katoub azel azir, chez lui, yimsar adam bito pnouya lebia. Donc, ça veut dire, Novat nous a expliqué que ce verset vient mettre en garde, interdit de pas donner sa fille hors mariage à des relations. Chez nous, les Shem Kiddushin, sans avoir les Kiddushin. Donc, pour lui, ça serait ça la source, en fait, qui interdirait le concubinage. Mais l'autre, il est arrête. Parce que, et l'interdit, il est donné parce que ça serait quelque chose qui serait un znout. Ça veut dire un znout sur la terre. Alors, lui m'explique, il dit, chez Mata Oseken, Aretz Mezana, Losa Perotea, Vimkom Acher, Velo Varsechem. Il veut dire que si tu fais ça, parce que l'histoire du znout dans la terre, ça veut dire que la terre, c'est comme grosso modo, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que la terre d'Israël, en réalité, elle serait sensible à ça parce qu'elle va faire ses fruits ailleurs. Tu vois. Et donc, lui, il veut dire que c'est ça ce que le pasteur il veut expliquer, c'est que, en fait, que si tu fais ça, en fait, tu ne sauras pas qui, tu vois, ça veut dire la terre, ça symboliserait, en fait, le lignage paternel, en réalité, c'est tu sais, ça, c'est ta terre. C'est pour ça que chacun est revenait à sa terre. Donc, c'est-à-dire, tu sais quelle est ta tribu, c'est une sorte de fixité de lignage. Alors que, donc, c'est ça ce que veut dire que la terre ne soit pas
Znout, ça voudrait dire comme si un type d'une tribu X, il se retrouve dans la tribu Y, etc., puisqu'en fait, c'est pas son vrai père, quoi, un truc comme ça. J'ai maintenant atteint mes années, voici Pérotem, comme Archer, l'eau Barsechem, puisque tu vois, et selon lui, on a l'impression que ce serait une des causes de l'exil d'Israël, ça serait lié à ça, tu vois, ça serait lié à cette infidélité, à une incapacité, tu vois, ça veut dire retracer un lignage paternel qui, en fait, si tu veux, justifierait la possession de la terre, tu vois. Parenthèse, tu veux éclater l'actualité, comme les gauchistes qui disent que les juifs n'existent pas en tant que race et tout ça, tu vois, c'est ça l'idée. On voit bien que, ça veut dire, on voit bien qu'il y a un lien, ça veut dire, si tu as un ADN juif, ça justifie que tu as un droit à la terre, tu vois, sinon, en fait, tu peux pas, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, j'avance. Le cas Nova, Baïmano, Gabiou, Malkoch, tu vois, ça veut dire qu'on dit que, ça veut dire en relation à cette histoire-là de la prostitution qu'il y avait à l'époque, a priori du premier temple, donc il n'y aurait pas de pluie, etc. Lou, Aya, ou Messach, Isha, Zona, Aya, Lecha. Et parce que le prophète Jérémie dit parce que tu avais l'offrande d'une femme prostituée. Donc il veut dire, on voit qu'il y a une relation entre la prostitution et le fait que la terre, elle donne ses fruits. Et a priori, l'idée, c'est l'attribution des fruits à celui qui les a plantés, quoi. Vélo trouve, donc ça, donc il dit vélo trouve Pilakshim, vélo Ktuva, vélo Kiddushin, et la Melech. Donc il dit c'est pour ça en fait qu'on a permis la Pilegesh sans Ktuva et sans Kiddushin seulement au roi, chez Mato Moutelet à la brioche, parce que tout le monde a peur de lui, donc en fait c'est tout, donc il n'y a pas de problème, tu vois, puisque tout l'interdit en fait de la prostitution, c'est à cause du, c'est pas quelque chose qu'on a quelque chose contre la sexualité, c'est qu'on a quelque chose, on veut simplement que le père soit reconnu, tu vois. Et donc voilà, donc comme lui, en fait, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas d'interdit. Vélo isno acherimima, et donc personne ne va toucher à Ken Yehoud Amelech, Ken Pelegesh, Ken Ishut. Voilà, et donc et c'est pour ça que donc l'unification, quand le roi il destine une femme, ça suffit déjà pour qu'elle soit comme mariée, puisqu'on sait que ça va être le père des enfants. Mahar était un filakshim Amelech, Gazo Abetinu Al-Kala Belo Bracha, j'étais Azoa Al-Bala Kenida. Donc je sais pas si après qu'on a permis à la Pilegesh au roi, ils ont interdit, là, c'est pas clair tout ce qui veut dire, à la Kala sans bracha, qu'elle soit interdite à son mari, comme une Nida. Je sais pas si j'imagine qu'il veut dire, c'est bizarre, hein, ça là, franchement, j'avais même pas vu la dernière phrase. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il veut avec ça. Est-ce qu'il veut dire parce qu'on a peur que la femme, elle soit infidèle tant qu'elle a pas fait la choupa? Tu vois, parce que tu vois, à l'époque, c'est sûr que tu vois que tant qu'elle habitait pas chez son mari, elle peut le tromper plus facilement. Ou bien, tu vois, il fait plutôt allusion au droit de cuissage qu'il y avait chez les Grecs. Je vois pas le rapport, tu vois, c'est après la permission des pilégesh pour le roi. Ouais, ça veut dire, on a l'impression qu'il veut dire qu'on peut pas, si on fait les maths, ce qu'il veut dire, c'est on peut pas garantir la fidélité de la femme qu'après la choupa, quoi. Ça veut dire, tu vois, parce que ça, ça veut dire, parce que l'idée, c'est que ce qui veut dire que d'après la Torah, normalement, les kiddushin, ils devraient être suffisants. Il n'y aurait pas besoin de choupa. Alors que tu vois qu'on permet qu'après la choupa. Et l'idée, alors qu'à l'époque des Kiddushin, il y avait beaucoup de femmes qui trompaient leur mari entre les Kiddushin et la Choupa, parce que si tu veux, c'est pour ça que l'interdit, ça veut dire la punition, même elle est plus grande. Quand une femme, elle est mécoute d'échette et qu'elle trompe son mari, en tous les cas, c'est une Kohenet, en tous les cas, elle est Chayav Srefa, ça veut dire elle doit être brûlée, alors que si jamais elle trompe après le mariage, je crois, c'est que Chenek, c'est que strangulation. Parce que l'idée, c'est que tu vois, non, mais ouais, mais c'est parce que tu vois, c'est parce que, ouais, comme tu dis, mais c'est parce que tu vois, c'est la Torah, hein, que je te dis. Tu vois, non, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, l'histoire, tu vois, c'est parce que tu vois, on rigole tout ça, mais pour eux, tu vois, ça veut dire, après la Torah, c'est des sourires graves, tu vois, c'est-à-dire, mais tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, et ce qui veut dire, en fait, Rabbeinu Yonah, c'est qu'on ne peut pas garantir la fidélité de la femme. Puisqu'à l'époque, en fait, les Kiddushin, c'est la femme, elle restait chez son père après les Kiddushin. Tu vois, ces Kiddushin, c'est comme nous on fait les fiançailles. Ça veut dire, tu vois, elle est fiancée, mais en fait, elle est réservée à cet homme-là. Tu vois, Kiddushin, c'est Arat Mekudé Shafri, c'est la fille réservée à moi. Et elle est réservée. Et en général, tu vois, il y avait un an ou deux entre le Kiddushin et le mariage qui était la choupa. Mais que donc, ouais, donc ça veut dire, donc elle restait chez ses parents. Donc en fait, elle était, tu vois, donc on ne pouvait pas garantir, a priori, si on fait les maths de ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne pouvait pas garantir sa fidélité, quoi. Et que donc c'est pour ça, en fait, que on voulait que si elle tombe enceinte, ça veut dire on voulait pas qu'il y ait un doute à ce que qui est le père, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu vois, ils ont permis au mari d'avoir ces relations avec sa femme qu'après la choupa. Comme ça, tu vois, il est sûr que voilà
Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, tu vois, donc, j'imagine ça ce que je veux dire. En tout cas, voilà, donc, voilà une quatrième explication. Voilà, ça veut dire, tu vois, j'arrête après ça, tu vois, mais voilà, donc, j'ai pas, honnêtement, tu vois, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça, mais bon, en tout cas, voilà, en tout cas, donc, je dis, en fait, ça, donc, je répète encore une fois, donc, Maïmonide, donc, il semble permettre, donc, permettre l'application au roi et l'interdire à un individu normal, sans avoir aucune source, si ce n'est le verset de Samuel qui permet de prendre des cuisinières et de force. Donc, c'est assez étonnant. On a vu donc plus ou moins 4 explications. Donc, en fait, tu vois, donc, selon le rivage, encore une fois, qui dit que la fille des Caches, elle est interdite parce qu'elle est prostituée, parce qu'elle a dit oui alors qu'elle aurait dû dire non. Donc, si elle est obligée de dire oui, elle n'est pas prostituée, donc elle est permise. Ça, c'est l'avis du rivage, que c'est vraiment du génie. Rien à dire, tu vois. Mais bon, c'est quand même questionnable. Tu vois, donc, après ça, on a vu, tu vois, donc l'avis du Ramban, que lui veut dire qu'en réalité, en fait, l'application n'est pas interdite, en fait, n'est pas interdite du tout, en fait, même pour un juif normal, et que ce que Maïmonide, il dit que les relations en mariage et la prostitution, c'est uniquement si jamais il n'y a aucune intention de vivre ensemble, tu vois, et la notion de vivre ensemble reste, tu vois, parce qu'il a utilisé la terminologie de l'Echem Znout, donc l'Echem Znout, ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire promiscuité. Et donc, pour ça, donc alors ici, qu'est-ce que veut dire Maïmonide qu'elle est permise au roi et pas à un autre? En fait, il veut dire simplement, un autre, le roi, il peut la prendre de force, mais un autre ne peut pas faire une pilégage de force, si ce n'est son esclave, et donc ce serait ça le sens. Donc voilà, voilà, ouais, c'est possible, on veut dire, ça peut rentrer dans les mots, etc. Ensuite, on a vu l'avis du Radbaz, que lui, il pense qu'en réalité, il y aurait un interdit d'ordre rabbinique, c'est-à-dire un interdit de la Torah, il n'y a pas, parce qu'en fait, s'il y avait un interdit de la Torah, il faudrait une source pour permettre pour le roi, et il n'y en a aucune, puisque l'histoire des cuisinières, c'est pas une source. Voilà. Donc, lui dit en fait que l'interdit, ça peut être qu'un interdit d'ordre rabbinique. L'interdit d'ordre rabbinique, ça serait quoi? Ça serait en fait à cause du viol. Et ça veut dire ça, quoi. Ça veut dire que comme un type normal, quand on a interdit de s'isoler avec une célibataire de peur qu'il la viole, comme la frontière entre le viol et les rapports consentants est floue, donc on a interdit tout concubinage, période, mais que le roi, on lui a permis, parce qu'a priori, le concept même de viol n'existe pas chez lui, puisqu'elle est obligée de dire oui. Donc ça, c'est la troisième explication. Et la quatrième explication, donc c'est Rabbeinu Yonah qui est pas mal, tu vois, honnêtement. Lui veut dire en fait que l'interdit des relations en mariage, en fait, il n'y aurait pas une source véritablement, comme Maïmonide, il veut dire, tu vois, que c'est de la prostitution, mais ça veut dire, on voit bien que la Torah, en fait, tous les interdits sexuels dans la Torah, ils sont liés à la volonté d'affirmer, tu vois, une sorte de lignage paternel. Et ça, c'est ça l'interdit de la prostitution dans sa généralité. C'est, voilà, donc, lui dit que c'est pour ça que la Torah l'interdit au mari, au père de prostituer sa fille, etc. Mais donc, lui, il dit pas que quand quelqu'un va vivre en concubinage, il transgresse l'interdit d'avoir des relations avec une prostituée, mais il va clairement, on peut dire que c'est malgré tout interdit par la Torah parce que, si tu veux, ça va contre l'idée qu'il faut qu'il y ait un lignage paternel. Et clairement, en vivant en concubinage, du fait qu'on on met aucune punition, aucun interdit, tu vois, il n'y a aucune pénalité si jamais il y a de l'infidélité. Donc, en fait, on ouvre la porte, quoi, tu vois, donc on ne peut plus garantir, si tu veux, le lignage paternel des enfants qui naîtraient de cette relation. Et donc, ça serait ça l'interdit de la Torah, et en fait, ça serait permis pour le roi, parce que chez le roi, en fait, le problème n'existait pas, quoi, puisque donc on a besoin de sources pour permettre. Ah non, voilà, voilà. Non, c'est bien. Voilà, Non, c'est bien, non, elles sont belles les idées, quoi. Enfin, c'est bien amené toutes les idées. Kazak. Voilà, c'est vraiment votre mérite à vous parce que niveau de préparation, c'est bien pensé. Alors, à ce soir, ce soir. c'est plus facile. Allez,